mesdemoiselles et messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition consacrée, n'est-ce pas, ce soir à la femme africaine. Alors, nous aurons comme thème ce soir, femme africaine face à la culture occidentale. Et pour discuter, pour débattre, sachant que ce thème va s'étaler sur 3 semaines. Nous parlerons aujourd'hui de la base même, ce que c'est que la femme africaine. Qui est-elle? Comment elle se retrouve dans la société? Bref, la femme africaine de la naissance jusqu'à nos jours. Ensuite, l'influence, n'est-ce pas, de cette société sur la femme de façon globale, de façon générale. Et à la fin, lorsqu'on aura débriefé sur la femme africaine, lorsqu'on aura parlé de son influence, on reviendra à la fin parler, n'est-ce pas, donner quelques pistes de solutions pour celles ou ceux qui s'égarent ou sont égarés, essayer d'apporter des éléments de réponse sur plein de questions que nous serons posées. Alors, pour ce faire, il serait que, pour, comme panéliste ce soir, nous irons donc du côté de Washington, D.C. avec Anne Fautué qui fait dans l'humanité et qui est femme chef d'entreprise. Elle est du côté de Washington, D.C. Alors, Anne, bonjour, princesse Anne, bonjour et bienvenue, n'est-ce pas, sur ce talk show de ce dimanche. Thank you, Hilary, for having me. I'm excited to be here today for this very important topic about women. D'accord. En tout cas, enchanté d'avoir accepté cette invitation de GPS TV et de Hilaire Sopi officiel. Alors, nous irons du côté du Cameroun où nous allons rencontrer, n'est-ce pas, Mireille Manga, qui n'est autre que la présidente, n'est-ce pas, d'une association basée à Yaoundé. Alors, Mireille, bonjour et bienvenue sur ce talk show. Bonjour Hilaire, bonjour à tous les panélistes. Je voudrais un peu rectifier. Je suis présidente du festival de la Lequier, le Festi Oui. Lequier, qui est un label de fierté identitaire des peuples de la Lequier et Ton Manguissa Bachenga. D'accord. Voilà. En tout cas, ravi de vous savoir de vous avoir avec nous ce soir. On parlera de long en large, n'est-ce pas, de la femme du terroir. Et Mireille sera bien évidemment là pour nous parler, n'est-ce pas, de cette femme qu'elle connaît, qu'elle maîtrise, d'autant plus qu'elle est présidente de cette belle association Festi Leki du côté de Yaoundé. Alors, Marie-Claude Edan, qui est avocate au barreau de Paris et de Yaoundé, va nous rejoindre dans quelques instants et nous aurons également cette grâce d'avoir avec nous Jean-Marie Tallet, qui est un financier, mais aujourd'hui, il portera simplement la casquette d'observateur social. Alors, Jean-Marie, bonjour et bienvenue parmi nous. Oui, bonjour Hilaire et bonjour à GPS. Surtout bonjour aux femmes, bonjour aux dames et surtout celles-là qui sont sur le plateau et Ouais. celles qui arrivent. Et bonjour à la femme africaine. Quand je dis la femme africaine, c'est-à-dire la vraie femme africaine, celle-là qui représente l'Afrique, en qui on peut se reconnaître. C'est un plaisir d'être parmi vous, c'est un plaisir de vous écouter. Ce sera aussi un plaisir que je vous livre un petit peu mes observations pour essayer de faire un peu l'état des lieux, si c'est le cas dans cet épisode, qu'ensemble que nous essayons de voir un peu ce que nous sommes, ce que sont nos femmes, ce que sont nos mères, ce que sont nos enfants d'hier, d'aujourd'hui et de demain, qui sont des femmes, mais on n'oublie pas les hommes, parce que ça se fait ensemble. Donc merci, je suis là. Et je pense avant, si vous permettez juste une seconde, je voudrais simplement dire merci. Il y a beaucoup de gens qui m'ont félicité, ou en tout cas qui m'ont remercié, qui m'ont dit beaucoup de bonnes choses lors d'un dernier passage ou un dernier passage sur cette émission chez vous, qui sait faire des bonnes choses. J'ai eu des gens qui m'ont dit beaucoup de choses très intéressantes, de choses très bonnes. Je tiens à les remercier parce que seul, on n'y arrive pas. C'est ensemble que nous y arriverons. Le meilleur de tout ça, c'est quand nous avons pris conscience de ce que nous sommes, de nos tares aussi, et avoir des remises en cause, que nous pouvons avancer. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, merci. On sait que il y a peut-être une semaine de cela, c'était une ou deux, c'était la fête de la femme du côté des États-Unis. On en parle beaucoup, mais du côté de Paris, c'est plutôt la semaine. On sait aussi qu'il y a cette grosse actualité brûlante de cet afro qui s'est fait, voilà,
on peut dire, qui a subi les armes de la police américaine. On rend un hommage comme ça à toutes ces personnes qui se battent au quotidien pour la liberté des Noirs. Alors, Anne, dites-nous, l'actualité là-bas, ça se passe plutôt bien. Avant qu'on ne vienne sur le sujet à proprement parler, on voit qu'il y a eu des marches, des casses. Est-ce que les choses sont un tout petit peu calmées, Anne? Thank you, Hilary, for bringing this up. You know, I'm so sad. I am a mother of two Black boys. Yes. That were they are American citizens. I am a Black woman. So what has been happening in the recent weeks that led to the death of a Black man on Monday is very disturbing. And we have been seeing a lot of protests that have erupted from what happened. And people are just exhibiting their rights because it has got to a point where the African and people of color in the United States cannot take it anymore. The protests have now become into rioting and people are looting. That aspect of it is something maybe I do not encourage, but I do encourage the fact that people have the right to protest. Police brutality to Black people has been incredible, and we have a failed leadership. And I just hope that the President of the United States of America have to look this as a pointer to address these issues. Right now, things are getting a little bit calm, but the protesters are not backing off. So we'll see how things unfold. D'accord. Alors, Mireille, lorsqu'on est une mère d'enfant comme vous, on est une maman comme vous, voir ce qui s'est passé, cette brutalité policière du côté de Minnesota, quel regard vous, comme cette façon lointaine, portez sur cet acte qu'on peut qualifier de barbare? En tant qu'Africaine d'abord, en tant qu'Africaine, portant encore les stigmates de l'esclavage, et qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on retrouve ce type d'agissement dans un pays aussi développé que les États-Unis. Je pense qu'il est temps que les leaders politiques prennent vraiment conscience de ce qu'ils représentent, les leaders politiques africains, en tant que mère, et non seulement en tant que mère, en tant que femme qui peut être épouse. Parce qu'avant même déjà de jouer le rôle de mère, on est d'abord l'épouse de quelqu'un. Alors, voir son mari se faire assassiner de cette manière par un individu qui est censé connaître la loi et la faire pratiquer, je vous assure, c'est plus qu'écœurant. Je suis sans voix jusqu'ici. J'en ai fait une publication pour interpeller les droits de l'homme. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est plus jamais ça. Plus jamais ça sur le peuple noir. Plus jamais ça. Absolument. Plus jamais ça. Alors, Jean-Marie, un petit commentaire avant qu'on ne démarre notre débat à proprement parler? Oui, je me joins à ce que viennent de dire les deux femmes, les deux mamans, les deux sœurs qui sont intervenues sur le sujet, pour dire que c'est des actes ignobles. C'est des actes ignobles, inadmissibles. Et, encore aujourd'hui, envers un être humain, envers un individu, un être humain. Qui plus est un être humain africain. L'histoire de l'Afrique a fait subir beaucoup à l'Africain. Et l'histoire malheureuse et malencontreuse de l'Afrique avec la rencontre avec l'Occident, parce que les États-Unis font partie de l'Occident, a fait subir à beaucoup d'Africains des choses très désagréables. On s'aperçoit que jusqu'à présent, ce n'est pas encore fini. Et quand on regarde avec un œil ouvert et une analyse objective, on s'aperçoit que tout cela remet en cause la notion même de ce qu'on appelait civilisation. Il y a une civilisation qui est barbare, qui perdure encore au XXIe siècle, et qu'on retrouve partout dans des pays dits occidentaux, dans des pays dits développés, mais qui font semblant de ne pas le reconnaître. Et sous couvert de ce qu'on appelle les droits de l'homme, on a l'impression qu'on ne sanctionne pas vraiment ce type d'acte-là. Ça perdure et ça continue aux États-Unis comme un peu partout ailleurs dans le monde occidental. Essentiellement toujours à l'égard des Africains, contre les Africains.
Et à un moment donné, vous comprenez très bien que quand on parle de la situation de l'Afrique dans l'Occident ou en Occident, ou de la femme, qui plus est le socle de l'humanité, ça nous pose des sérieux problèmes. Que nos frères, nos amis et j'allais dire simplement des gens qui nous côtoient, soient tués de la sorte, pire que des animaux, parce que ce n'est pas comme des animaux, mais c'est pire que des animaux. C'est très inquiétant pour nous aujourd'hui et pour nos enfants pour demain. Ça nous pose des sérieux problèmes. Alors, on va passer, avant donc de passer au débat donc du jour, je voulais signaler éventuellement que nous avons GPS qui est derrière la régie. GPS, bonjour, j'espère que tout se passe plutôt bien au niveau de la technique, malgré le petit retard que nous avons payé, dont nous nous en excusons d'ailleurs. Oui, non, tout se passe bien, tout se passe bien. Il y a des personnes qui réagissent. Tout à l'heure, on va un peu essayer d'afficher les différentes réactions des personnes qui laissent les commentaires. Il faut savoir que on est en train de diffuser sur nos deux pages simultanément, donc sur ILSOP officiel et sur GPS TV en même temps. Donc voilà, c'est pouvoir aussi impacter aussi ces différentes plateformes. Donc tout se passe bien, tout à l'heure. Et voilà, je vous laisse débattre et continuer. D'accord, en tout cas, merci et bon courage à toi de ce côté. On sait que Marie-Claude et Jean ne va pas non plus tarder. Elle va également intervenir. Alors, nous irons tout d'abord du côté. Oui, Jean-Marie, tu avais un petit message. Oui, juste un petit détail comme ça, en disant que ce qui s'est passé aux États-Unis est inadmissible, mais ça nous appelle, nous, Africains, où que nous soyons, que ce soit en Afrique, parce qu'on voit les actes pareils aussi se perpétuer chez nous en Afrique, mais où que nous soyons dans le monde, un peu partout, qu'on ne reste pas inerte à ce type de situation et qu'on soit en alerte. Et qu'on se dise que ça ne doit plus jamais recommencer et qu'on ait aussi la capacité de mobilisation, comme ça s'est fait pour ce cas-là aux États-Unis, mais comme pour d'autres cas, mais qu'on pousse aussi à aller jusqu'à la solution finale des résolutions de ce type de problème. Parce qu'il est inadmissible que nous puissions le dire et le transmettre à nos enfants. Je dis encore félicitations à ceux qui, comme aux États-Unis, se réunissent, descendent dans les rues, prennent des risques et se sacrifient pour ça, pour ce qu'on appelle les droits. Ce n'est pas simplement les droits des Noirs, c'est les droits de l'homme. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est les droits de l'Africain qui sont en jeu, mais c'est les droits de l'homme dont il est question. L'être humain doit revenir au centre. Naturellement, pour un but, pour que cela ne se répète plus, comme l'a si bien dit. L'être humain doit revenir au centre de toute l'histoire actuelle et future. Vraiment, l'être humain, avec le respect que cela. Merci. Alors, au niveau de la régie, bon, en attendant que Marie-Claude nous rejoigne, nous sortons du Covid-19 avec le confinement, le déconfinement qui en a suivi. Et on a un jeune artiste du côté de Douala, au Cameroun, qui a sorti une chanson, Gérardin, pour sensibiliser, n'est-ce pas, autour du Covid-19. Alors, GPS, si la régie est prête, on va écouter un extrait de cette belle mélodie avant de démarrer. Début 2020, lors de l'épidémie de coronavirus en Chine, la pandémie de coronavirus poursuit sa propagation en Amérique latine. Pandémie. Le coronavirus. Covid-19. Pandémie meurtrière. Une histoire vraiment terrible. Le monde entier est en deuil. Oh Dieu, ne nous abandonne pas. Il est là, Covid-19, il est là, comme partout dans le monde, il est arrivé chez nous, nous n'avons pas de moyens, pardon, respectons les consignes, portons nos masques, lavons-nous les mains, évitons les accolades, ne nous serrons plus la main, poussons dans le coude, évitons les attroupements, je sais ce n'est pas facile, restons chez nous, ainsi nous pourrons nous protéger et protéger notre famille. Il a commencé en Chine, il a paralysé l'Europe. Les Américains pleurent, le voici donc en Afrique, surtout chez nous au Cameroun. Nous n'avons pas de moyens, pardon, respectons les consignes. Oh, oh. Mami tongo, numbineno, sornuo, numbineno. Mokela chunchi mbobina, bobin lukola. Même que
Londoni, Ajak Sebu Sonjon Bumi, Kabucha de Mensimen Bobui, Umutum da Uja Captain Tilawi Bunshu, Bukati Kundala. Il est là, Kobe Gizaf, il est là, comme partout dans le monde. Il est arrivé chez nous, nous n'avons pas de moyens. Pardon, respectons les consignes. Lavons-nous les mains. Si nos sorties ne sont pas importantes, ne nous serrons plus la main. Restons à la maison. Poussons dans le coude, évitons les attroupements. Restons chez nous, ainsi nous pourrons nous protéger et protéger notre famille. Ah oui, c'est pas facile de changer nos habitudes du jour au lendemain. Si on a fermé les écoles et envoyé les enfants à la maison, c'est parce que c'est sérieux. Les rassemblements sont limités. L'économie affaissée, les légendes emportées. Le monde entier compte des milliers et des milliers de morts. Les grandes puissances sont à genoux. Ah oui, Corona, on l'appelle Covid-19. Il n'y a vraiment plus de place dans les hôpitaux. Nos habitudes vont changer. Les spectacles sont arrêtés. Toutes les compétitions sportives, même les prières dans les églises. Les entreprises sont en chute libre. Arrêtons de se charger. Les frontières sont fermées. Arrêtons les bâchements. Mettons les écarts entre nous dans les marchés et dans les supermarchés. Ainsi nous pourrons éviter la propagation de la maladie. C'est sérieux. Il est là. Covid-19, il est là, comme partout dans le monde. Il est arrivé chez nous, nous n'avons pas de moyens. Pardon, respectons les consignes. Mettons tous nos masques, ça va nous protéger. Bata chom, bama chom, fe chom. Numbik nununa. Yengu kwale kebandangu kwa bamakala. Aya kumgobe. Anya gobani nenze keshuju bunko, kame minchumbu shunda. Kabangambumba ulumonja mu minchakichu bububu yamanve lembo commissionala. Il est là, Covid-19, il est là, comme partout dans le monde. Il est arrivé chez nous, nous n'avons pas de moyens. Pardon, respectons les consignes. Lavons-nous les mains, évitons les accolades. Ne nous serrons plus la main. Poussons dans le coude, évitons les attroupements. Restons chez nous, ainsi nous pourrons nous protéger et protéger notre famille. Et protéger notre famille. Merci infiniment à Gérard Ben qui, grâce à cette mélodie, nous sensibilise. Alors Anne, vous qui êtes dans l'humanitaire, cette chanson, ça vous interpelle, ça vous parle face au Covid? Yes, it does. It really touched my heart because I'm thinking about the orphans that we take care of back home in Cameroon. Last 2 weeks, we had to send them some resources so they can get their masks, some sanitizers, and also we actually paid some people to go and teach them some of those CDC guidelines, which we believe in science. So we want them to wash their hands, to social distancing, and to always wear their mask. We as Africans, we have to educate, starting from our families to our communities, and then to our countries, and then our continents. It's very important. En tout cas, bravo pour cette réactivité et surtout ces initiatives qui réjaillissent comme ça lorsque nous sommes autant affectés. Alors, qui est la femme africaine, son rôle dans la société d'hier, aujourd'hui et demain? Alors, vous plantez le décor, je vais me rendre aussitôt du côté de Yaoundé. Mireille, est-ce que Mireille nous suit de ce côté-là? Ah. On a un peu des problèmes avec Mireille, le fait peut-être sa connexion, donc c'est ça que Mireille doit avoir de on a un peu, je pense je revois avec elle voilà. tout à l'heure. Mireille doit avoir des soucis, on ne parvient pas à s'interposer. En tout cas, on va revenir sur Mireille tantôt. Ah,
C'est bon, la Mireille? Par contre, on ne vous voit pas. Oh, c'est vrai que... Le réseau. Bon. Avec les aléas de la météo. Ah, peut-être qu'il ne fait pas bon du côté de Yaoundé. Bon, en tout cas, le temps que GPS nous recale Mireille, on entrera directement dans le vif du sujet. Alors, Anne, femme africaine face à la culture occidentale, pour planter le décor, comment vous, en tant que femme, vous vous décrivez, vous, en tant que femme africaine? I need to understand the question a little bit better. Oui, c'est vrai que c'est large, c'est diversifié. Can you repeat that in English, please? Sorry, I really need to understand it. What do you mean how you describe yourself as African woman today? Oh, how do I describe myself as an African woman today? Yes. Wow, I thank you for that question. I'm Anne, and I believe that I'm a role model to the African women here in the United States and back in Africa. As an African woman, I see myself that the value and culture that was implanted in me, I'm portraying it. As an African woman, the values that are supposed to be in me has to help me develop my societies. Which are some of those values? Hardworking. I see myself as a very hardworking African woman. I want to bring value to the table, to my family, to my community, and to my country. As an African woman in the diaspora, I see myself as a woman with respect. I respect myself. I respect my children, my husband, my community, the United States, its laws, and back home in Cameroon. As an African woman in the diaspora, I see myself as a woman of integrity, that I portray my image wherever I go, the way I dress, the way I speak, when I'm on social media, when I'm off social media, when I'm in meetings, when I'm doing my businesses, I portray that image as an African woman with that culture that is still behind me. As an African woman in the diaspora, I know that I have to be a woman of humility. I am a humble woman. I make sure that I treat everybody with humility. Those are some of the values that we African women coming from Africa to this strange continent called America, we have to hold in us. We have to know that we must always be humble. We must carry ourselves with integrity. You know, we should not be going to clubs or to parties dressing like we are in our bedrooms. We should have respect for each other. We should be able to work, you know, go to school, learn something, not just spend all your time doing on social medias or, you know, roaming the street. As African women, we have to portray that because we do have a lot of younger generation watching us, our kids, and those girls back home. So that's how I see myself as an African woman in the diaspora. En tout cas, très belle description, hein, Anne. Franchement, bravo pour cette description assez sommaire. Certes, on ne peut pas non plus dire que vous êtes parfaite. Bon, on en reviendra pour savoir parce que là, vous donnez une description assez élaborée de qui et de ce qu'est la femme africaine. Alors, est-ce que Mireille est de retour avec nous? Bonjour Mireille, tu nous écoutes bien? Oui, très bien. Oh Mireille, alors on va se focaliser sur vous. On sait que vous êtes là, c'est bien. Oui, là, franchement, c'est bien Mireille. Reste, je ne bouge pas. Alors Mireille, la femme africaine, vous qui êtes même en Afrique, vous qui êtes en réalité en Afrique, dites-nous en tant que mère, en tant que enseignante de l'autre côté, parce que vous êtes professeur de l'enseignement en général. En même temps, vous êtes présidente d'une très grande association. Alors, la femme africaine, si on doit définir la femme africaine, qu'est-ce qu'on peut dire de la femme africaine? Avant de parler de la femme africaine, je parlerai de la femme en général d'abord. Qu'est-ce que la femme? La femme, par la force divine, ou encore par la grâce, ou par ce privilège divin, bien qu'ayant été tirée de la côte de l'homme, a bénéficié du titre de mère de l'humanité.
C'est-à-dire, dès lors que Ève était là, elle devenait la mère d'Adam. Ce qui fait d'elle la mamelle nourricière de l'homme avec grand H, la mamelle nourricière de toute l'humanité. Cela lui confère une certaine autorité sur la nature en elle-même. L'autorité revient à la femme. D'où le fameux débat sur les sociétés. La société est-elle matriarcale ou bien patriarcat, par ego, quoi. C'est vrai que le monde a suivi quand même beaucoup de mutations, hein, et que, voilà. Mine de rien, on a toujours ce sentiment que la femme s'est éloignée. En tout cas, on vous... Maintenant, en tant que promotrice culturelle, je voudrais parler de la femme africaine selon la culture africaine. La place de choix que l'Afrique a donnée à la femme, contrairement aux stéréotypes, contrairement à l'appréciation de l'extérieur qui a toujours pensé que la femme africaine était condamnée à la cuisine, la femme africaine n'avait pas de parole, elle n'était pas au centre des décisions. Moi, je dirais archi faux, parce que depuis nos ancêtres, la femme africaine a toujours été détentrice des pouvoirs traditionnels, détentrice des pouvoirs spirituels. La femme africaine, c'est celle qui organise le mbabi pour bénir. La femme africaine a le secret de la naissance. Pourquoi? Parce que avant la modernité clinique, ce sont les femmes qui faisaient accoucher leur coépouse derrière la maison et elles avaient le secret de la naissance. Personne ne pouvait être témoin de cette histoire. Et même de nos jours, lorsqu'une femme entre en travail en plein marché, lors des accouchements imprévus, quand les femmes décident de faire une barrière, quelles que soient les loupes et je ne sais pas trop, les caméras de surveillance qu'on peut avoir, personne ne peut voir ce qui se passe dans un cercle de femmes. Quand il faut faire accoucher une autre femme, les femmes avaient donc le secret de la naissance. Les femmes avaient également le secret de la mort. Avant l'arrivée des morgues, ce sont les femmes qui étaient chargées du traitement d'un corps avec des méthodes traditionnelles, une association des herbes médicinales qu'on connaît. Et puis, elles amenaient le défunt derrière la maison. Elles pratiquaient sur le corps pour une conservation, quoi. Et le corps était vraiment bien conservé sur une durée de 72 heures. On n'avait pas de morgue à l'époque en Afrique. Ça veut dire que la femme a été au centre de l'action de l'humanité. C'est-à-dire, la femme est témoin de la naissance, la femme est témoin de la mort. Et c'est quand la femme avait fini de traiter le corps qu'on remettait aux hommes pour enterrer. Vous pouvez comprendre que la femme africaine n'a jamais été relayée au second plan, comme on a toujours voulu faire croire. Ça, je le dis avec aisance, en tant que promotrice culturelle et des valeurs ancestrales. Pour un début, je pense que c'est cette place que je peux donner à la femme africaine. Et oui, et même au niveau de nos rites, les femmes ont la capacité de bénir. Ce sont les femmes qui organisent les rites de bénédiction, les rites de grandes décisions, les rites de purification. Par contre, les hommes organisent des rites d'accompagnement, par exemple les sani, c'est-à-dire chez les Bétis, je ne sais pas si ça se passe comme ça partout. À minuit, les hommes tapent les sani, mais ce sont les femmes qui accompagnent le mort chez ses frères, quoi, qui sont partis plus tôt, avec des chansons, avec des pleurs, mais pas des pleurs anarchiques, des pleurs bien organisés, des pleurs qui portent des messages forts en interpellant ceux qui sont partis, en interpellant les ancêtres. Ça veut dire la femme de la femme africaine. Donc, sur le plan traditionnel, purement traditionnel, la femme est au centre des décisions. Absolument. En tout cas, bravo pour cette magnifique description, Mireille. On va revenir de long en large. Là, vous avez parlé de... Vous êtes allé dans pas mal. Alors, Jean-Marie, vous avez connu un peu tout ça, bien que les cultures soient différentes. Est-ce que ce qu'elle a décrit là vous parle un tout petit peu?
Oui, alors ce que Anne et Mireille viennent de décrire, c'est très édifiant, c'est très instructif. Et on va dire qu'on aurait souhaité, on aurait aimé que ce soit quelque chose de vécu actuellement. Parce que les deux ont décrit quelque chose, en fait, elles ont fait une description de la femme qui, pour nous, hommes, et pour nous, Africains d'aujourd'hui, on a l'impression de vivre un certain idéal qui était perdu. Parce que Anne a beaucoup décrit, pour ce qui est de la vision de la femme, la notion de travail, de l'effort, de respect, de dignité, la notion de l'humilité. Elle a décrit également, comme ça a transparu également dans tout ce que Mireille a dit aussi, la notion même, j'allais dire tout simplement, de se rendre utile, être utile, et puis penser au futur, c'est-à-dire la transmission. Et il ressort de ce que Mireille vient de dire encore là, la discrétion, le pouvoir traditionnel de la femme. On est dans une société aujourd'hui moderne, on a du mal à allier le traditionnel et le moderne. Ensuite, le rôle même de premier plan de la femme, qui est notre mère, qui est la mère de l'humanité. Mais la question, à l'observation qu'on a aujourd'hui, de ce qui nous entoure, des femmes qui nous entourent, de nos femmes, de vous toutes, partout où vous êtes, et qui, surtout, est la femme africaine, thème de notre sujet aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise combinaison culturelle entre la culture africaine et la culture occidentale. Il y a une mauvaise insertion, il y a une mauvaise combinaison des deux. Et nous qui voyons la femme vue de l'Europe et celle qui nous entoure ici en Europe, ça n'a plus beaucoup, ça ne ressemble plus beaucoup à ce que vous deux venez d'écrire. Vous qui représentez les groupes de femmes, d'autres femmes que vous voyez, qui ont sauvegardé encore ces valeurs, des valeurs de dignité, des valeurs encore de grandeur. Oui, mais Jean-Marie, Oui. je ne vous coupe pas, excusez-moi. Alors, ce que Mireille a totalement décrit, alors Mireille, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, alors, là, vous avez décrit la femme d'hier, à mon sens. Est-ce que la femme d'aujourd'hui se retrouve dans ce que vous avez décrit? Vous savez, avec l'évolution des mœurs, l'évolution des mentalités, et tous ces facteurs ont favorisé la rupture, une grosse rupture avec nos valeurs fondamentales, les valeurs qui ont été énumérées par... oh, j'oublie le nom de ma sœur là. Anne, oui, elle a énuméré un certain nombre de valeurs dans lesquelles je retrouvais carrément ma grand-mère. Et ça, il y a, je pense que l'arrivée des nouvelles technologies, l'érosion de la modernité vise vraiment à favoriser. Vise vraiment, je veux dire, je pèse mes mots. On dirait que les nouvelles technologies visaient essentiellement la femme africaine, c'est-à-dire c'était l'angle choisi pour la diluer, pour diluer ses valeurs, pour la déconnecter de sa vraie vie. Je parle bien de viser, c'est-à-dire la préparation a été lointaine. Et ça, il n'y avait que des nouvelles technologies pour nous déconnecter de la spiritualité africaine. Ouais. Est-ce que la femme d'aujourd'hui a encore le temps de s'asseoir et de jouer pleinement son rôle, d'accomplir son devoir régalien sans être connectée pour, pas pour sensibiliser, pas pour éduquer, mais pour faire ce qui n'est pas vraiment acceptable ou imaginable par la société africaine. C'est pour ça que je parlais de viser. On dirait que c'est un projet savamment pensé pour attaquer la femme, hein, parce que quand on va atteindre une société, quand on va atteindre un homme, on s'attaque à la femme. Et c'est ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. On va revenir sur tous ces multiples aspects que vous semblez évoquer. Alors, Jean-Marie, elle évoque des choses assez graves, là, Mireille. Elle évoque des choses assez graves, non? Oui, elle évoque des choses assez graves, mais qui malheureusement sont très vraies. Elle a mis le doigt sur des choses que nous vivons pratiquement tous les jours quand on prend un peu le temps d'analyser, quand on prend le temps de l'observation et de l'analyse, et on recherche un peu la compréhension. Et
En dernier, là, elle a dit quelque chose sur lequel il ne faut pas passer comme ça rapidement parce qu'elle a évoqué un phénomène sur lequel il va falloir qu'on s'y penche réellement. Atteindre l'homme africain, il faut passer par la femme. Atteindre l'homme en général, c'est par la femme, qui est le socle de tout. Et on a l'impression, effectivement, que la culture occidentale, telle qu'elle est aujourd'hui fabriquée, telle qu'elle est aujourd'hui conçue, et s'adressant au peuple qu'elle a colonisé hier, au peuple qu'elle garde encore en colonisation ou en paternalisme aujourd'hui, a fabriqué un modèle. Un modèle à travers son système souvent social, dans lequel se retrouve gaillardement, dans lequel se retrouve fièrement, mais malheureusement tort, la femme africaine qui se bat pour s'y conduire, pour s'y retrouver, très souvent avec toute sa famille, et très souvent avec ses propres enfants. Elle ne pense pas à elle, ni à demain. Elle ne pense pas à ses enfants. Et ce modèle, vous m'entendez? C'est bien là, on t'entend très bien. Ah, ok, oui. Et ce modèle-là, que l'Occident semble avoir mis peut-être à tort ou à raison, sciemment ou peut-être pas sciemment, on s'aperçoit que ce modèle qui est hautement destructeur pour la société africaine, la femme africaine, s'y est engouffrée et continue de s'y engouffrer aujourd'hui, corps et âme, avec elle-même et ses enfants. Et à partir de ce moment-là, vous comprenez que toutes ces grandes valeurs-là qu'elles viennent d'évoquer, que les deux femmes viennent d'évoquer, qui animent encore quelques-unes de nos femmes et qui sont peut-être aujourd'hui qu'on va appeler des femmes du passé, ces grandes valeurs qui ont fait l'Afrique, qui ont construit l'Afrique et qui ont fait la grandeur de l'Afrique, sont de plus en plus perdues. Et ça pose des sérieux soucis. Et à partir de ce moment-là, on s'aperçoit que les fondamentaux qu'elles ont évoqués, les fondamentaux sont perdus. L'essentiel n'est plus. Il y a un abandon de l'essentiel. C'est le constat que je fais de ce qu'on voit aujourd'hui. Et les nouvelles technologies ne sont donc pas venues être des moindres dans l'histoire. Elle a évoqué. Ouais, ça c'est clair. Elle a évoqué justement. Voilà. On voit ce qui se passe sur la toile. Jamais pour construire, mais beaucoup plus pour détruire. On s'aperçoit que majoritairement la femme africaine, prenons-la, est l'une des celles, excusez-moi parce que ça aborde un peu peut-être l'économie, c'est l'une des celles qui n'a pas su utiliser à bon escient les nouvelles technologies pour se concevoir une place, pour se fabriquer une place dans la société, une place digne dans la société, économiquement parlant. On va revenir là-dessus parce qu'on a le temps, même la semaine prochaine, de décortiquer tous ces aspects tranquillement et bien. Alors, GPS, est-ce qu'au niveau de la régie, on a... est-ce qu'au niveau de la régie, on a quelques réactions avant de continuer avec Anne, surtout? Oui, il y a les réactions. On peut très bien voir... Électrique, voilà, qui nous salue, qui nous dit bonsoir. Ça s'affiche tout à fait en bas, quand vous voyez. Il y a aussi, oui, voilà, il y a Sarah, oui. Voilà, il y a Sarah Moukouri, qu'on souhaite toutes nos condoléances, qui a perdu un être cher à elle. Donc, sincères condoléances à toi, Sarah, qui nous dit, voilà, j'aime, belle initiative. Il y a Françoise Blondine Machéry qui nous dit bonsoir à tous. Bon, il y a Géraud qui est connecté, qui nous envoie une petite colonne. Voilà, il y a Shérif Foutué qui est connecté, qui nous dit good job, bro, voilà, qui nous salue, qui nous envoie aussi un deuxième message, support of you. Il y a aussi Marie Ongene qui nous dit bonsoir, voilà, elle a envoyé une série de messages, bonsoir, voilà, elle passe plus le message aussi, le bonsoir aussi à Mireille, voilà, la fille de qui même, c'est ça même. Il y a aussi Chantou Fomo qui nous dit super, voilà, il y a... Ah oui, Chantou, c'est depuis la Californie, hein, voilà, oui, c'est de la Californie, vraiment, qui nous suit. Il y a Anne, ta description de femme, voilà, c'est par rapport à la réaction de Anne. Il y a aussi, voilà, elle a envoyé un long message, puisqu'il y a d'autres messages qui arrivent à chaque fois. Il y a Maserati Pierrot qui pense, je pense que la femme qui ressent avec ses valeurs doit transmettre cela à la nouvelle génération pour que ce secret de femmes ne disparaît pas. Voilà. Il revient en plus en disant que, voilà, c'est Marie qui répond à Ongene. C'est Marie Ongene qui répond à Maserati Pierrot. Voilà, Maserati Pierrot. Faudrait-il que la jeune génération accepte la transmission
puisqu'elles se disent qu'elles sont, que c'est dépassé. Voilà. Il y a Maserati. Donc, ils sont en train de s'écrire. Entre-temps, je ne sais pas si tu as les personnes qui sont connectées de ton côté, Hilaire, vu que non, c'est pratiquement similaire. Juste transmettre, n'est-ce pas, le bonjour de la production à tous ceux qui nous suivent de par le monde. On sait que vous êtes nombreux à vous intéresser à nos thèmes, qui d'ailleurs vont continuer. Je rappelle simplement qu'aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de la femme africaine face à la culture occidentale. C'est la première partie. Nous reviendrons. Alors aujourd'hui, on va poser les bases, la problématique de cette femme-là. La semaine prochaine, il sera question, n'est-ce pas, de parler de l'influence de l'environnement sur la vie de la femme de façon générale. Et enfin, je crois la deuxième semaine ou la dernière, nous parlerons des solutions, comment pallier à cette situation qui peut gangréner la femme, qui est considérée un peu comme la plupart de nos deux dames nous ont dit, le moteur, le socle même de la famille africaine. Alors, Anne, là, nous avons évoqué quelques états des lieux. Est-ce que vous êtes aussi d'avis, vous, en tant que mère, en tant que femme, vous vous considérez comme celle qui porte vraiment la famille dans votre environnement? Thank you, Hile. Yeah, if I want to consider myself as one of those African women that, you know, carry their family. I'm trying to understand the question in this environment. Yes, here in the United States, you have to understand that women in the United States, especially, we're dealing with two cultures. And it's really complicated for the women because we have to go to work. Okay, yes. I know our mothers back home used to work, but the type of work here is different. And we also have a complex society where as you're going to work, you're also taking care of your kids. It's not like back home where your neighbors can keep your kids. So you have your kids to take care of, you have your house, your family to take care of, and you have your job. So it put us in a situation where maybe we have to work hours and hours every day, maybe 16 hours a day, and you don't even have time to see your kids. By the time you come back home, it's 12 midnight or 1 a.m., and then you have to leave again at 5 a.m. So because of the way the system is, it's really difficult for women in the diaspora, especially in the United States, to actually, you know, function like women who are back home. So your lifestyle, if you have a house, you have a car, you have a family back home, you have to put in those hours to take care of them. How are you going to be working 16 hours and then you are taking care of a family? You have to cook, you have to clean, you have to take care of your husband, make sure the kids do their homework and get ready for school. It's really impossible. So we have to treat here with caution that even though we are looking at our culture back home, our tradition, those values, but then the system in place makes it very difficult for women in the diaspora, especially in the United States, to carry some of those cultures and norms. Not because they don't want to do it, because the system makes it so impossible for them to do it. Mireille est avec nous, GPS. Est-ce que Mireille nous suit? Est-ce qu'elle est connectée? Parce que là, je voudrais m'adresser à Mireille. On vient de voir cette description de la femme occidentale, de la femme aux USA, telle que l'a si bien décrit Anne. On sait qu'en Afrique, la femme aussi joue un rôle très particulier dans la société. La femme rurale, c'est elle qui se lève tôt le matin, elle doit préparer les enfants qui vont à l'école, à leur petit déjeuner, parfois aller au champ, cultiver, rentrer, préparer. Donnez-nous aussi une certaine description de cette femme rurale du côté, n'est-ce pas, de l'Afrique. Oui, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, la femme africaine a toujours été entreprenante, dynamique, parce que si on se réfère aujourd'hui à la femme rurale,
ce que la femme rurale est capable de réaliser en 24 heures. Elle n'est pas différente de la femme européenne qui court après le métro. Hein. La femme africaine, dès le chant du coq, est debout, elle prépare le petit déjeuner de son mari. Ce n'est pas toujours le café au lait, c'est des choses compliquées à faire le matin. Et c'est elle qui va au champ, sous le soleil, c'est elle qui s'attelle à chercher du bois, à chercher à manger. Ce n'est pas dans des supermarchés qu'elle ira le faire. Elle cherche à manger. C'est le fruit de son labeur. Et généralement, l'homme rural est un peu paresseux. Il est un peu plus consommateur, contrairement à ce qu'on pense. Hein? L'homme rural, il est assis sur le manguier en train de jouer au songo à longueur de journée. C'est cette femme rurale qui vient, qui élève les enfants, qui finit de faire à manger, qui apprête son petit commerce du week-end, qui va vendre. Et parfois, c'est elle qui assure l'éducation des enfants, la scolarisation des enfants. C'est toujours la femme rurale. C'est la femme rurale qui organise les coopératives, les GIC, des initiatives de développement, quoi. Des grands projets de développement générateurs de revenus. Est-ce que ce n'est pas aussi culturel, hein, le fait que l'homme soit en train de s'amuser, de se pavaner dans le village au lieu d'assister? Parce que trouver un homme à la cuisine qui accompagne, certes, il peut aller à la plantation avec madame, mais trouver un homme qui est dans les tâches ménagères, c'est pas... Parfois, ce sont même les femmes, vous, qui refusez que non, ce n'est pas ta place. Comment expliquer cela? Vous avez tantôt dit ils sont un peu paresseux. On ne peut pas dire qu'ils sont aussi paresseux. Est-ce que ce n'est pas le choix de la société qui a voulu que ce soit ainsi? Bon, c'est pour ça que j'ai parlé du fameux débat entre la société matriarcale et la société. Parce que la femme, dans son rôle de mère de l'humanité, a toujours un réflexe de protection. Elle veut protéger son mari. Elle estime que le voir à la cuisine, une braise peut sortir du feu et puis le brûler. C'est par instinct de protection. Mais les hommes, même au niveau de leur cacaoyère, je prendrai simplement l'exemple de la cacaoyère. La femme, après avoir cultivé ses arachides, revient donner un coup de main à l'homme dans la cacaoyère. Ça veut dire qu'au fond, c'est la femme qui est le socle de la famille. C'est la femme qui est le socle de la société. Toute la société repose sur la femme. Je vous ai pris le cas de 2 secteurs d'agriculture. La femme s'occupe des arachides, d'un certain seuil de produits agricoles. L'homme est essentiellement dans le cacao, le café, des grands produits. Mais quand on regarde l'action, c'est l'action de la femme qui valorise la cacaoyère. Je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Si parmi les panélistes, certains ont vécu dans les villages, ils savent de quoi je parle. Mais oui. Une capacité incroyable. Je ne sais pas. Alors, mais Jean-Marie, on indexe la femme, on indexe l'homme rural. Est-ce que vous partagez cet avis? Je pourrais partager cet avis, mais je veux dire d'abord une chose, c'est que je ne suis pas le porte-parole des hommes ici. Oui, non. Je suis simplement un observateur. Même si je suis un homme plein et entier. Mais il y a des choses que Mireille vient de dire qui sont très souvent malheureusement un peu vraies, mais qu'on ne peut pas généraliser. On ne peut pas généraliser. Qu'il soit rural ou qu'il soit un homme en situation urbaine, on ne peut pas généraliser. Il y a une poignée de ceux qu'on appelle des feignants patentés, qu'on voit en général, et qui rejettent toutes les responsabilités sur la femme. Mais bon, elles ont aussi dit une chose qui est extrêmement importante au niveau de la femme. Effectivement, la femme a une double dynamique. Elle a une double dynamique en matière d'effort. La dynamique familiale, elle travaille beaucoup. Et la dynamique sociale, du travail à l'extérieur, elle aussi, elle travaille comme un homme. Et quand on va à l'école, femmes comme hommes sont allés à l'école, s'ils ont fait 24, 25 ans de scolarité, s'ils sont tous les deux ingénieurs, quand on les nomme à un poste, la productivité ou le rendement, quand on le demande, on ne dit pas la femme, ça va être moins 10 et l'homme, ça va être plus 20, ainsi de suite. Non, c'est à égalité. Vous avez le même poste, sauf qu'au final, on voit que le salaire n'est pas souvent le même. Mais ce qu'on attend de l'effort, c'est souvent le même. On atteint les objectifs, oui ou non. Quand la femme n'a pas atteint, son poste est menacé. Quand l'homme n'a pas atteint, son poste aussi peut être menacé. Donc, ils sont à peu près au même. Bon, maintenant, ce qui ressort de ce que j'entends avec beaucoup de profondeur,
j'espère que ceux qui sont cachés derrière leur écran ou qui nous entendent peuvent prendre en compte cela et regarder autour d'eux, se regarder eux-mêmes. C'est que tout est souvent laissé à la femme. Nous sommes aujourd'hui dans une société moderne. Il y avait des valeurs anciennes, des valeurs qu'elles ont évoquées dès le début, qui sont des très grandes valeurs, qui ont fondé l'Afrique, qui ont fait le fondement de la culture africaine. On a du mal à faire la combinaison entre les deux, sauf que la différenciation sociale des deux sociétés, qu'elles soient rurales, qu'elles soient en zone urbaine, en Occident ou ailleurs, c'est simplement deux différenciations, en fait, deux éléments qui différencient nos approches, qui différencient nos sociétés, mais qui font de nos sociétés des particularités, des grandes particularités. Il s'avère qu'aujourd'hui, quand on a observé ça, quand on a compris ça, il appartient à nos hommes, il appartient aux hommes en général qui sont aux côtés des femmes, de les accompagner, de les soutenir, de mettre la main à la pâte et surtout d'être au plus près. Autant être au plus près pour les soulager, mais aussi être au plus près pour se projeter dans l'éducation de la famille, dans l'éducation de l'enfant, dans l'éducation, en tout cas dans l'accompagnement de ce qui pourrait être pour la soulager au maximum et en tirer un meilleur profit. Par contre, ce qui se pose le problème, c'est que la plupart des femmes, et tu l'as peut-être relevé là tout à l'heure dans ta question, la plupart des femmes refusent de l'accepter parce qu'elles trouvent que l'homme, en faisant cela, se féminise. Ce qui me plaît dans ce que ces deux femmes sont en train de relever est extrêmement important. Elles ne sont pas féministes, des féministes de rue, des féministes comme ça qui ne... Non, elles disent des choses très objectives et des choses qui sont très riches. Et c'est très touchant. Maintenant, à nos hommes de prendre conscience et connaissance de ça et de se dire non, quand on sort, la journée c'est 24 heures pour tout le monde. Quand il dit qu'il est fatigué, elle aussi, elle peut prétendre être fatiguée. Elle n'a pas double ressource par rapport à l'homme en face et qui lui porte également un peu de secours, qui lui porte également, qui prennent une partie des efforts qu'elle commet toute seule pour faire avancer les choses et puis pour en tirer grandement bénéfice. Je peux m'arrêter sur ce point-là parce qu'on aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. En tout cas, il y a juste une question qui vient de nous arriver. D'ailleurs, c'est M. Chérif Fautué qui nous interpelle. Hein. Il dit, et en fait, il parle un peu de l'attitude des femmes africaines en Europe et aux USA qui travaillent et sont indépendantes, contrairement aux femmes du côté de l'Afrique qui ne travaillent presque pas et attendent pratiquement tout de leur époux. Pour une grande majorité, ça c'est sûr. Alors, que pense Mireille par rapport à cela? Je ne dirais pas que c'est faux. Il part d'un constat pour le dire. Effectivement. Donc, je ne dirais pas que c'est faux. Mais seulement, comme l'a dit Jean-Marie tout à l'heure, il ne faut pas prendre des échantillons pour généraliser. Il ne faut pas prendre des échantillons pour généraliser. Quand on parle de la dépendance, il y a déjà un problème de culture, même biblique. Les gens se sont appuyés sur ce verset biblique qui disait tes désirs se porteront vers ton homme. Je crois que c'est Adam et Ève et le Seigneur au jardin d'Éden. Les désirs de la femme se porteront vers l'homme. Alors certains exploitent ce verset biblique comme d'autres exploitent d'autres versets bibliques en leur faveur. Oui. D'accord. Alors, est-ce que Mireille se coupe? Est-ce que... Oui. GPS, je ne t'écoute pas. Il dit qu'on a perdu Mireille, puis elle a un peu un problème de connexion. Mais entre-temps, quand même, je mets quand même les réactions directement à chaud. Ah, Mireille est en train de se connecter. Voilà, elle est avec nous dans 3, 2, 1. C'est parti. Oui, on a de gros soucis avec Mireille dans le réseau. C'est qui nous... Oui, allô? Oui, on t'écoute bien, Mireille. Allô? On t'entend, hein? Voilà. Le Cameroun étant un pays dont l'économie est essentiellement basée sur l'informel, et quand on fait des statistiques, la femme dans les petites et moyennes entreprises
dans l'activité informelle. C'est la femme qui tient le secteur informel au Cameroun. Faisons le tour des marchés. Voilà, Mireille va nous revenir sûrement après. Alors, Anne, dites-nous, vous qui vivez du côté des USA, malheureusement, on n'arrive pas à avoir Marie-Claude qui aurait bien pu nous apporter aussi un éclairci par rapport à l'expérience de sa vie de femme du côté de l'Europe. Mais bon, on va essayer de le faire avec vous. Alors, dites-nous, quand vous vous regardez du côté des USA, les femmes venant d'Afrique et celles qui sont établies de ce côté, est-ce qu'on peut se dire que quand vous vous regardez, vous vous sentez proches les unes les autres? Well, if I have to give my personal experience, I think yes, we are, especially those that are just coming in. We try to help them out to let them know that, you know, this is the type of maybe business you can do, or this is the type of school you can go, so you can come up with this career where it will be easier for you as a woman of color, a woman from Africa, to get a job. So we try to mentor them and help them to get their way out. But I've had cases where women that came from Africa, they said those that are here are really mean to them. You know, they don't want to help them out. They want them to suffer, to go through some of those difficulties that they that were here before go through. If I have to talk about those of us that came here and those African Americans, so those African Americans that were they were born here, the relationship between us coming from Africa and those African American women, we are not very close, because some of them are thinking that we came in the easy way, why they went through all this. You saw what is going on now. Their parents and forefathers went through it, and a lot of them suffered and died. And they felt that they are feeling that we are having it the easy way. They feel that the society prefer an African in a particular position than an African American. So when we are working together, they really don't like us, you know, so we are not very close in most cases. Not all, but in most cases. OK. Alors, Jean-Marie, parlant de l'adaptation de la femme, on voit toute cette masse de dames, de femmes qui sont parties de l'Afrique pour venir s'établir en Europe, en Occident, au Canada, un peu partout. Par rapport à votre observation, quel regard faites-vous de l'adaptation de ces dames? C'est si facile ou c'est parfois assez compliqué? Alors, à cette question-là, je vais répondre de manière très claire. Je pense qu'il y a une mauvaise combinaison des deux cultures. Elles s'adaptent difficilement, nos femmes, les femmes africaines, qui arrivent en Europe. Elles ont confondu la notion de liberté qu'apprenait longtemps l'Europe avec la notion de libertinage. Et ça pose des sérieux problèmes. Ça fait qu'on perd sa culture de base, et quand on n'est fondamentalement pas déjà solide à la base, on a du mal à absorber la culture de l'autre. Donc, on s'aperçoit à partir de là, et quand les fondamentaux ne sont pas là, et qu'en face, on a les autres qui ont des fondamentaux, et qui plus est, on se déplace dans la société des autres, on a du mal. La perte de confiance en soi, elle est déjà là. Elle est établie, et ça ne peut être que destructeur. Donc voilà déjà je pense, ce dont souffrent la plupart de nos femmes en matière d'adaptation. En parlant du travail qui rend indépendant, c'était la question, je pense, d'un auditeur qui les rend indépendants par rapport... Ça dépend de ce qu'il entend par indépendance. Ça dépend, parce que Mireille a encore mis le doigt là-dessus. Quand on regarde le tissu des PME, PMI en Afrique, le tissu qui sous-tend, les bayamsels, comme on dit vulgairement en Afrique, majoritairement, ce sont des femmes. Et ça tient un tissu économique extrêmement dense et très soutenu, mais simplement, c'est dans l'informel. Donc, vous y trouvez beaucoup de femmes, comme si on avait fabriqué la société pour les rejeter à cet angle-là, à cet endroit-là. Et ça peut justifier que de l'autre côté,
que n'étant pas reconnues socialement, n'étant pas reconnues administrativement, officiellement, en termes avec une certaine régularité qui leur donne un minimum de droits ou de protection, ça fait que systématiquement, elles ont l'impression de vivoter. Et ça pose un souci. Alors que dans des sociétés occidentales organisées, régulées, quand elles travaillent, elles sont immatriculées. Elles sont dans un registre bien précis, elles ont une activité, un métier, elles sont même souvent formées. Les Bayamsers ne sont pas formés. Et donc, ça veut dire, donc, quand elles sont en Occident et qu'elles travaillent comme ça, elles sont répertoriées. Ça leur donne une certaine capacité, entre guillemets, à parler autrement, à agir autrement ou à participer autrement. Par contre, ce qui se pose comme problème, c'est que la femme africaine travaillant dans le secteur de l'informel, aussi difficile, aussi même incongru soit-il, dans un environnement qui est aussi dynamique parce qu'elles sont très dynamiques, c'est elles qui participent et qui contribuent le plus à la construction familiale par les moyens qu'elles dégagent de ces secteurs-là, par les moyens qu'elle dégage de son activité. Elle est moins cachotière, elle est plus prévoyante, elle se projette beaucoup plus dans l'avenir de la société. Vous vous apercevez, Mireille l'a dit encore et Anne l'a dit à l'entame de l'émission, elle paye les scolarités des enfants. Ça veut dire en gros que pendant toute l'année qu'elle a fait son Bayamsela, elle a prévu qu'il y aura la rentrée dans 6 mois. La prochaine rentrée, ce sera dans 1 an, au fur et à mesure. Et quand ça arrive, quand le père ou la poignée des pères ou des hommes qui n'ont pas pu assumer leurs responsabilités, quand ils sont défaillants, naturellement, c'est la mère qui va payer. Et c'est là où on s'aperçoit que celles qui sont en Europe, dans des environnements structurés, qui se veulent être indépendantes, qui se veulent ne pas dépendre d'un homme, ce qui va de soi, mais elles participent très peu à la construction de leur famille. Elles n'y contribuent pas parce qu'elles se disent dans cet environnement, ce que j'ai gagné m'appartient. Elles oublient la notion de la communauté. Ce n'est plus commun. Elles s'impliquent très peu dans la construction familiale et elles se déportent surtout dans la séparation du style ceci revient à l'homme, ceci revient à la femme. Et très souvent, ils peuvent gagner, hommes et femmes, le même salaire où elle peut gagner 5 fois plus que l'homme, mais elle attendra que l'homme, même en Occident, lui apporte encore beaucoup. Et nos sœurs, nos mères, qui sont en Occident, dans un environnement structuré, qui ont un travail, qui ont des capacités, sont tombés là-dedans et malheureusement, c'est parti en destruction systématique. On a oublié la valeur fondamentale, le noyau fondamental qui est l'élément commun, qui est le fondement même de la famille. Ça veut dire les enfants au milieu, la construction familiale, la projection. C'est l'égoïsme qui est à l'intérieur et l'homme devient comme étant un escalier qui permet de traverser pour aller de l'autre côté vers la richesse matérielle. D'où l'effacement des valeurs fondamentales qui ont fait de la femme africaine d'antan ce qu'elle était, la solidité de ce qu'elle était pour sauver l'Afrique. Parce qu'il faut le reconnaître, c'est elle qui a sauvé l'Afrique jusqu'à ce jour. Mais on s'aperçoit que c'est aussi elle qui contribue à la destruction de l'Afrique jusqu'à ce jour à partir de l'Occident, des valeurs occidentales, entre guillemets, ce que vous appelez les telenovelas, mais qui se répercutent et qui se retournent en Afrique et qui envahissent la société africaine de partout. On mime, on imite, on fait tout à la manière occidentale. Vous n'avez qu'à voir comment elles vont s'habiller, comment elles vont parler, comment elles vont se comporter, où elles vont vous dire qu'elles aiment mieux manger. On ne mange plus la nourriture qui sort du village ou la nourriture qui nous a fabriquée, nous, venant de là, qui est la meilleure, qui est bio, qui est la meilleure nourriture, qui est le meilleur repas. Mais il faut aller manger des importations occidentales, bourrées de produits chimiques. Et c'est tout ça qui pose un problème. Et à partir de là, je redis encore que j'apprécie les deux femmes parce qu'elles ne sont pas féministes. Elles ne font pas du féministe qui ne sert à rien. Elles disent des choses qui peuvent peut-être heurter certaines femmes parce qu'elles vont se reconnaître dedans, mais qui interpellent aussi des hommes. Les hommes. Et les hommes aussi sachent se prendre en main, qui sachent aussi voler au secours de la femme qui n'est qu'un être humain, qui est épuisable. Je le dis, quand je dis que je ne suis pas le porte-parole des hommes, je dis simplement, je suis d'abord le porte-parole de moi-même, parce que ce que je dis, c'est ce que je fais. Absolument. C'est ce que je sais faire, et ça ne me pose aucun problème de le faire. Un homme dans une cuisine, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Ici, les chefs, la plupart des chefs dans les cuisines sont des hommes. Ici, la plupart, majoritairement, sont des hommes. Pourquoi on ne pourrait pas avoir en Afrique? Maintenant, si la société africaine a dit que la plupart des chefs dans les cuisines, ce seraient les femmes, c'est elles qui savent mieux le faire, et nous le savons tous, nous le reconnaissons tous. Nos mamans étaient les meilleures cuisinières, nos mamans étaient des meilleures créatrices en matière culinaire. Donc, reconnaissons-le, valorisons-le, mais ça n'empêche pas l'homme d'être là aussi pour tendre la main,
l'homme a fait, quand je disais au niveau des généralités qu'il ne faut pas généraliser, c'est l'homme qui fendait le bois, c'est l'homme qui allait chercher du bois, en général. C'est l'homme qui allait faire les travaux pénibles, c'est l'homme qui allait faire les travaux difficiles. Mais jusqu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, ça n'était pas suffisant pour cette poignée d'autres personnes, d'autres hommes. Ce n'était pas suffisant pour soulager suffisamment la femme. On est dans une ère moderne aujourd'hui. L'homme et la femme doivent s'impliquer, sans oublier qu'il faut prévoir qu'au milieu de ça, il y a une vie familiale qu'il faut consolider, qu'il faut construire et éviter tous les errements que les nouvelles technologies, tous les errements que l'Occident, parce que ça l'arrange en termes de perception, en termes de continuer à garder dans le paternalisme, dans le colonialisme, ça les arrange, ça arrange la vision occidentale. Pas forcément volontaire, mais c'est une attitude, ils ont été conditionnés comme ça, la conquête des conquérants. Donc à partir de là, il nous appartient. Fort de ça, connaissant ça, qu'on fasse attention, qu'on soit vigilant et qu'on se dise que non, pour être solide ensemble, soulageons-nous aussi ensemble. Voilà ce que je peux dire par rapport à tout ça. Merci infiniment. Alors, GPS, quelques réactions au niveau de la régie? Oui, bon, il y a des réactions, je ne sais pas, il y a M. Jojo Kluver qui était connecté. Je pense qu'il réagissait à l'avant de ce qui s'était passé en disant oui, Bayam Salam, voilà. Jean Coutu. Mais il a mis un autre truc avant ça. Il a dit d'abord faut en Afrique, les femmes travaillent dur, mais les salaires ne sont pas souvent comme en Europe. Ouais. Après, maintenant, en bas, il y a d'autres réactions de monsieur, je pense plus, c'est ça, Maserati Piro, qui dit la femme, de par sa mesure, déjà, est faite pour porter l'humanité. Alors, logiquement parlant de la femme africaine, c'est dans son rôle de ne pas accepter certaines tâches pour son mari. Prenons le cas. Je ne te coupe pas, Jean-Marie, vous avez un réel soutien. Hein. Il y a Marie Ongoné qui dit merci, monsieur, je suis d'accord avec vous. Et plus loin encore, Marie Ongoné dit l'égoïsme, c'est ça le vrai mot qui détruit la femme rurale. Alors là, il va fort là. Oui, GPS, d'autres réactions. Après, il y a monsieur Jojo Kluver qui revient en disant que Baya Salam, chant, couture, coiffure, infirmière, restaurant, voilà les secteurs où on retrouve les femmes seulement. Elles ne connaissent pas les mots indépendants qui est venu gâter le couple. Je pense que c'est un peu ça pour le moment. Ouais. Alors, j'essaie toujours, on a essayé de voir avec Maître Claude qui devait être qui est avec nous. On est en train de pouvoir l'intégrer aussi à participer. D'accord. Alors, mais Anne, pour revenir sur vous, vous qui êtes dans l'humanitaire, est-ce que c'est un milieu où on retrouve aussi beaucoup de dames dans l'humanitaire, là où vous êtes? Et qu'est-ce qui vous a d'ailleurs poussé à y aller? C'est quoi? Vous partez de l'Afrique? Est-ce qu'en partant de là, vous étiez déjà tourné vers l'aide, vers l'assistance aux personnes? Okay. So if I understand your question, you're trying to ask me if there's a lot of women in the humanitarian field. Yes. Okay. Yes, from my experience, I've realized that there are a lot of women in the humanitarian field. As somebody mentioned earlier, women are humanitarian by their nature. You know, we are mothers. You know, we carry even men in our stomach and nurture them. So we take care of all our families. So that is the humanitarian in our nature. With my few experience, even going back to the United Nations and attending some conferences on humanitarian issues, about 80% of the delegates who attend these conferences are women. They do have foundations throughout the world, throughout the globe, and they do help from orphans to widows to children that are on the road and other aspects of humanitarian, like when we all look at the Sustainable Development Goals of the United Nations, which talk about poverty, education. So women are championing this aspect of humanitarian in the world. So yes, I've seen a lot of women in this field. And that, of course, just bring out that nature that we women, we care. We want to make sure that they said if you educate a woman, you educate a whole community, right? So women are out there making sure that our communities are being catered for. Our country is being catered for. So
we have a lot of women in this area of humanitarian. Merci pour cette précision. Je reviendrai au niveau de Mireille. Si Mireille nous suit, GPS, est-ce que Mireille est avec nous sur le plateau? Non, Mireille n'est plus là. Par contre, on est en train de récupérer Maître Claude qui vient de se connecter avec nous. Ah, voilà. Je l'ai introduit directement. Voilà. On ne te voit pas, Maître. On ne te voit pas, Maître. Bon, entre-temps, j'essaie de gérer ça en amont avant de pouvoir l'introduire. Mais par contre, je ne vois pas Jean-Marie. Jean-Marie, si, il est là. Jean-Marie, il est là. Est-ce que Jean-Marie m'écoute? Oui, Jean-Marie, il est là. Il est là, voilà, Jean-Marie. super. On va dire comme ça, avant de commencer, voilà, bonsoir à Amanda Blimbling depuis l'Italie qui vient de se connecter, qui nous dit bonsoir Amanda. Voilà. Je gère avec Maître pour pouvoir l'introduire, il est. Oui, vous pouvez continuer en attendant que je puisse introduire. Voilà. Alors, Jean-Marie, au regard de la mutation de la femme africaine, parce que ma question devrait être adressée à Mireille en lui demandant, par exemple, quand une femme, une jeune étudiante qui vient de finir son bac, elle se déporte pour venir faire des études en Occident, là, en tant que mère, mais elle n'est pas là, mais en tant que vous, père, que lui dites-vous? Qu'est-ce que vous êtes censé de lui dire en réalité? Alors, ce n'est pas déjà elle seule qu'il faut dire. Quand un enfant qui a eu son bac, on va dire très jeune en Afrique, qui est une femme, se prépare, ou les parents la préparent pour l'envoyer en Europe ou en Occident, c'est d'abord aux parents qu'il faut parler en premier. C'est aux parents qu'il faut parler en premier. Ça veut dire qu'il ne faut pas envoyer l'enfant dans la nature. Parce que cet enfant qui est arrivé en Europe, dans une culture complètement différente de la culture africaine, si elle n'a pas déjà les fondamentaux solides pour pouvoir s'adapter, et si elle n'a pas déjà des racines, quelques racines sur place, qui sont de bonne qualité, des racines qui sont des gens sincères, qui ne sont pas forcément des gens qui ont raté dans leur parcours, qui n'ont pas réussi leur parcours, mais qui savent induire en erreur, parce qu'on en trouve aussi beaucoup dans le monde africain, qui induisent les autres en erreur expressément pour que vous leur ressembliez, parce qu'ils n'ont pas réussi, il ne faut pas que vous réussissiez, parce que votre réussite trahit en fait leur échec. Et ça, on en trouve beaucoup dans le monde occidental. Alors, donc, dire à ses parents, quand vous l'envoyez, organisez-vous pour suivre ce qu'elle va y faire, clairement, de manière permanente. Qu'elle ne vienne pas simplement vous dire, au bout d'1 an ou de 2 ans, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ou quand bien même elle le dit, il faut vérifier. Il faut lui faire confiance. Ça n'enlève absolument en rien le fait que, faisant confiance, on doit quand même vérifier. Parce qu'on est dans une société qui a donné libre cours sous couvert de la liberté. Je suis libre de faire ci, je suis libre de faire ça, mais qui a donné libre cours au libertinage dans tous les actes, dans la plupart des actes de la vie quotidienne, presque partout. Donc, quand un enfant qui vient comme celle-là n'est pas assez solide, avec les fondamentaux culturels, les fondamentaux éducatifs, naturellement, elle peut très vite flancher, elle peut très vite être déroutée. Donc, déjà lui dire, quand tu arrives ici, il faut aller vers des gens qui t'apportent quelque chose. Quand on dit des gens qui t'apportent quelque chose, ça veut dire des gens qui te sont utiles dans ton parcours, qui vont être utiles. Mais il faut aussi que toi-même, quand tu arrives, si tu es, je dis, il y a 2 exemples, il y a deux possibilités. Soit tu es sous couvert d'une famille dont tu as des tuteurs chez qui tu arrives, qui te reçoivent, soit tu es directement en cité universitaire ou bien en chambre seule. Il faut regarder tes fréquentations, c'est important. Tes fréquentations, c'est important. Et quand tu es dans une famille, il faut que tu contribues également. Et que tu t'y mettes réellement, que tu contribues également à la construction de l'avenir de cette famille. Et s'il y a des enfants dans cette famille, si tu es un peu plus élevé en termes d'instruction que ces enfants, tu peux aussi les prendre à main, ne serait-ce que pour les révisions des travaux scolaires. Et ça te permet déjà de t'impliquer dans la société, ça te permet d'y être. Et à côté de ça, que tu fasses des activités associatives. J'ai beaucoup apprécié, Anne, je ne sais pas si vous m'entendez. Hein? Moi, je t'entends très bien. OK. Alors, j'ai beaucoup apprécié, Anne, ce qu'elle a dit tout à l'heure. 90% des femmes sont dans le secteur humanitaire aux États-Unis. Pourquoi jusqu'à 90% des femmes? Ça rejoint encore l'âme fondamentale de la femme qui est liée à l'être humain. Et vous voyez, dans les hôpitaux ici, la plupart des femmes, des aides-soignants, des infirmières, du personnel médical, ce sont des femmes. C'est souvent des femmes.
Oui, donc des métiers qui touchent à l'humain, ce sont des femmes, parce qu'elles se souviennent quelque part dans les gènes que ces enfants-là que nous sommes tous sont sortis de leur ventre. Et ça les rapproche de l'être humain de manière directe et fondamentale. Donc, dire à ces enfants-là qui arrivent étant femmes ici, qu'elles doivent aussi s'impliquer dans des œuvres et des actions sociales pour être sociabilisées, pour comprendre la société, comment elle fonctionne, mais ne pas se livrer à la légèreté. Ça peut être un conseil, mais il faut décrire ce que c'est que la légèreté. Ne pas s'y livrer et se contenter du peu qu'on peut avoir, mais apprendre à se battre pour d'abord réussir ces études pour lesquelles on est venu, et ensuite à se battre pour se fabriquer un minimum d'expérience de la vie à travers l'apprentissage des stages, des travaux, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses, il y a des cours de soutien, il y a tout un ensemble de choses qu'on peut faire pour gagner dignement sa vie, parce que c'est de la dignité de la femme dont il est question. Nous avons ici, malheureusement, je reviens là-dessus quand j'ai dit que la femme, elle est ce qu'elle est, mais elle n'est pas faite seule, elle est faite aussi avec les hommes. Nous avons beaucoup d'hommes qui fourvoient les jeunes femmes qui viennent d'Afrique, qui les trompent, qui, parce qu'elles viennent d'arriver, ils se rendent compte qu'elles ne connaissent rien et qui donnent l'impression qu'ils sont nantis de ci ou de ça. Ils les absorbent, ils les déroutent, ils leur font des enfants à tort à travers, souvent parce qu'il faut qu'elles aient des papiers, souvent parce qu'ils se disent qu'il faut la marquer comme ça pour la garder à vie. Ils foutent leur vie en l'air, la vie de ces filles en l'air, et systématiquement, ça les détruit. Ça les détruit. Quand elles n'avaient pas des fondamentaux solides dès le départ, ça les détruit. Et vous avez des hommes qui sont des hommes mariés, qui sortent avec ces jeunes filles-là qui arrivent, qui en font des enfants même au-dessus et dans le dos de leurs propres femmes et de leurs propres enfants, mais dont ils ne s'en occupent pas, dont ils ne savent même pas ce que c'est qu'acheter une boîte de lait. Ils sont nombreux, ils sont très nombreux, et ils sont là dehors, et ce sont des Africains. Mais quand vous les regardez, vous vous posez la question si c'est un homme, ou bien si c'est entre guillemets, si c'est un tuyau vide. Alors, donc ces jeunes femmes-là, ou ces jeunes filles qui arrivent doivent faire attention à ces types d'individus, de vendeurs d'illusions, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et qu'elles sachent que, en tout cas, la réussite, c'est d'abord l'effort. La réussite, c'est le chantre de l'effort. Faire de l'effort, accepter l'effort. Passer des nuits sans dormir parce qu'on doit réviser, parce qu'on doit travailler. Le plaisir, c'est une chose, mais il y a un temps pour le plaisir, il y a un temps pour le travail, il y a aussi un temps pour savourer la réussite du travail qu'on a effectué. Donc voilà ce que je peux leur dire. Mais dire aux parents, surtout dès la base, organisez-vous pour vérifier ce que fait votre enfant quand elle arrive en Occident. Ne la laissez jamais toute seule et ne vous bornez pas à écouter simplement et à entendre tout simplement ce qu'elle va vous chanter de meilleur. Vérifiez. Ayez confiance, faites-lui confiance, mais vérifiez. D'accord, mais alors, Anne, qu'est-ce qui explique cette fébrilité de cette jeunesse qui arrive ici et qui est abandonnée? C'est quoi? On a loupé quelque chose à la base? On n'a pas su dire les mots qu'il fallait dire à ces enfants avant qu'ils n'arrivent en Occident? Sorry, is that question addressed to me? I'm sorry. Yes, Anne, c'est justement toi. Qu'est-ce qui explique cette fébrilité? Jean-Marie, tu peux lui traduire cela? Ce qui explique cette fébrilité de ces jeunes qui arrivent ici, qui se laissent comme ça aller, comme vous l'avez d'ailleurs décrit. Anne, yes, you sir. Yes. When the young girls arrive there, in Europe or in America, they are not very strong. You know, they are not very strong to go affront your society or European society. Yeah. You know, they are not very strong. Qu'est-ce qui explique cela? C'est quoi? Il y a quelque chose qui a manqué? Their parents did not give them the solid, fundamental culture, education, or is it because maybe they have another ideas? Thank you for that question. We have seen a lot of our younger generation, especially the girls, coming here and then they get disrupted. It's so sad how many young girls we are losing here in the United States because they get into this society and a couple of months they are with the wrong crowd because I'm thinking they want to belong in those crowds, and then by the time you realize they are in drugs, they died of overdose, and some of them are, like you said, they end up being pregnant, and some of them are being shot. I think it's about the whole fundamental conception back home, you know, in Africa, where when we go back home, we portray like where we are coming from, things are very easy, you know, that we women out in the diaspora, things are easy.
everything there, it's like gold. So I believe that when some of these girls come here, they want to live like those who are already here. They want to live like the Beyoncés. They want to live like the Rihannas. And because they want to live like those people, they end up getting themselves like maybe dating men that are already married, like you mentioned earlier, because they want some fast money, getting themselves in the bad crowd because they want to sell drugs and make money, or into prostitution, or some of them, you know, getting into gangs. So I believe that if we, you know, as a community, or we starting from the family foundations back home, we start speaking to these girls and saying, even though you've had your back, you're going to the United States or Canada or in Europe, this country, this is what you're going to face. It's not that easy. When you go, they focus on your school. Once you're done, then you a job. We have to start impacting those knowledge to them to let them understand that this society or this system is not like what they see on the television. We have to do that. We have to do that as mothers and sisters. En tout cas, merci infiniment pour cet éclairage, Anne. Alors, est-ce que Mireille nous écoute? Il y a beaucoup de réactions. GPS, peut-être revenir sur quelques réactions avant qu'on ne prenne oui. Mireille. On introduit Maître Konété. On va introduire Maître directement. Oui, on peut l'introduire justement. Ok, voilà, c'est parti. Bonsoir, Maître. Voilà, vous êtes en ligne avec nous. Ah, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée parce que je n'ai pas pu me connecter avec mon téléphone. Je ne sais pas trop comment ça marche. Voilà, finalement, j'ai dû recourir à l'ordinateur à la dernière minute. Je ne m'y connaissais pas. Il fallait trouver quelqu'un. Bon, bref. Bon, en tout cas, sois les bienvenus. Ouais. On a suffisamment avancé. Ça fait presque 1h30. Comme on tourne, on essaie de vous avoir. J'essaie de me connecter sans succès. Je peux bien comprendre. En tout cas, avant de venir sur Mireille et vous donner la parole, est-ce qu'il y a d'autres réactions GPS au niveau de la régie? Oui, il y a Maserati Pierrot qui dit, je vous parlais aussi, voilà, qu'il faudrait qu'on invite aussi une personne de 20 à 30 ans pour venir aussi nous donner son ressenti. Car moi, je dirais la génération reste le socle pour ne pas perdre nos valeurs africaines. Donc, normalement, bon, nos prochains plateaux, sûrement, on va essayer de... Oui, on va... Ouais, c'est pas mal. Bon. Oui, parler. Maître. Oui. Ça fait du bruit. Voilà. Quand vous déplacez votre ordinateur. Voyez ok, d'accord. C'est mieux là? Oui, il y a ce qui s'affiche là de Marie Onguenette qui dit parfois, monsieur, les enfants qui partent d'Afrique pour l'Europe laissent les conseils des parents à Saint-Mélimar. À Simalem. Oui. Elles arrivent ici, on déteint sur eux et ils deviennent pires que ceux qu'ils ont trouvés ici. Elle renchérit en disant aussi certaines cherchent juste à appartenir à un clan et les sacrifices des parents. Maître. Oui, mais ça fait tout le bruit là, voilà. Oui, ne déplacez pas votre ordinateur, ça fait du bruit. Voilà, s'il te plaît. Ah d'accord, parce que je voulais voir mieux mon visage, donc c'est pour ça. Et comme il a du soleil... Il y a aussi trop de lumière, il y a trop de lumière derrière vous, hein, parce oui. que c'est ça peut-être qui fait tout ça, c'est un peu flou, on ne le voit pas vraiment bien. Non, je pense qu'on a vu ce problème, un peu les problèmes dessus. D'accord, bon. En tout cas, il y a Marie qui réagit énormément. Ma question allait à notre maman du côté de Yaoundé, Mireille. Mireille, est-ce que Mireille nous suit? Ah, bon, le temps GPS de voir avec Mireille, on va aller avec Maître. Alors, Maître, bienvenue. Bon, on va pas... Je pense que la semaine prochaine, vous allez vous prendre un peu plus tôt pour qu'on revienne sur un certain nombre de choses, mais on a suffisamment avancé. Nous étions là au niveau de toujours des problématiques liées à la femme. On était au niveau où, bon, vous qui êtes là depuis plus de 20 ans, vous êtes venu faire des études. Alors, ma question qui... Voilà, 30 ans par là, mais la question en fait que je posais à Mireille, c'était de savoir, en tant que mère, une jeune fille, une jeune demoiselle qui part après son bac et doit venir intégrer une école, l'université ici,
qu'est-ce qu'elle peut bien lui dire? Alors vous, qu'est-ce que les parents ont pu vous dire il y a 30 ans en arrière et qui a pu vous fabriquer, vous porter à ce jour afin d'être la femme que vous êtes? Bonjour tout le monde et désolé déjà pour ce retard. Il faut dire que la première des valeurs que les parents apprennent, c'est d'abord la confiance en soi, parce que on va embrasser quand même une culture où on fait l'objet quand même de curiosité, de préjugés dont on n'a pas forcément conscience et qu'on ne peut pas anticiper. Et il n'y a que la confiance en soi, le lâcher-prise, la détermination qui font qu'on arrive au fur et à mesure à braver des obstacles et petit à petit à se construire dans un nouvel environnement. C'est d'abord ça, la première des choses qu'une maman doit apprendre à sa jeune fille, c'est la confiance en soi. Voilà. Fondamental. Et par la suite, qu'est-ce qu'il y a bien pour? Certes, on vous apprend cette confiance en soi, mais vous êtes parti 30 ans après. Quels ont été les mots-clés qui vous ont permis de vous bâtir durant tout ce cursus jusqu'à votre activité professionnelle? Quels sont les mots comme ça qui sont restés? Ma fille, je te fais confiance. N'oublie pas les fondamentaux, parce que je ne sais pas ce que vous avez dit avant, parce que comme j'étais embêtée avec mon histoire de connexion, il y a d'abord les fondamentaux éducatifs. Hein. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé ou pas, parce que ce n'est pas au moment de partir, en fait, qu'on vous fait la leçon se construit dès le bas âge. Et quel que soit l'endroit où vous vous trouviez, les principes, il y a des principes fondamentaux qu'on doit vous avoir inculqués qui vous permettent justement de ne pas vous perdre, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez par la suite. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Oui. Il y a Marie Ongene qui réagit, qui dit pour mon cas, je suis en France, ça fait 36 ans. Je suis arrivé à l'âge de 14 ans. J'ai toujours gardé les valeurs que mes parents m'ont inculpées. Les fondamentaux. Les fondamentaux. Il faut des fondamentaux, en fait, hein, à mon avis. Absolument. Quel que soit comment on les appellera, des valeurs, etc., mais il faut des fondamentaux. C'est les fondamentaux qui font l'élément. Qui font le reste. Ouais. Oui. Et quand ça manque, tout le reste manque par la suite. Tout à fait. Et si vous permettez, si vous permettez juste 2 secondes, et alors, Maître pose le doigt sur les fondamentaux que nous avons évoqués tout à l'heure, mais il faut juste que vous, du moins, que ceux qui nous suivent, qui se rendent compte que quand on a les fondamentaux qui sont des choses qui relèvent du bon sens, et le bon sens, comme on dit, est la chose à mieux partager. Donc, quand ça a été bien fait ailleurs en Afrique, on arrive dans une culture différente. Quand ces fondamentaux-là sont posés, tout le reste qui est superficiel, on peut composer plus facilement. Quand on a été bien éduqué ailleurs, on peut aussi bien se retrouver bien éduqué dans le nouvel environnement dans lequel on se projette ou dans lequel on se retrouve. Et c'est ça qui fait que la plupart, comme la dame qui est intervenue en disant qu'elle a gardé ses valeurs fondamentales, c'est parce que les fondamentaux étaient là. Elle a puisé dans la culture occidentale dans laquelle elle s'est retrouvée les meilleurs éléments, les meilleures bases qui se rapprochaient de ses fondamentaux pour se construire. Et à partir de là, elle n'a pas eu de soucis. Elle a des soucis comme tout le monde, comme nous tous, on peut avoir dans la vie, mais on n'a pas de soucis de confrontation particulière. Voilà. Alors, GPS, au niveau de la régie, est-ce qu'on a encore quelques éléments qui nous arrivent? Parce qu'on n'a plus que quelques minutes bon, pour le moment, qui nous reste. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on s'y dit vers la fin de l'émission. Pour le moment, non, il n'y a pas encore... Est-ce qu'il y a la possibilité de balancer un dernier élément ou pas? Oui, actuellement, on va voir peut-être, on est en train de voir je suis en train de voir par rapport à un reportage qui sera peut-être le reportage de la dame que vous avez fait. Daniel Levesque, c'est possible? Ouais, je suis en train de travailler dessus pour que tout puisse bien se passer en attendant que il y a Marie Ongene qui... C'est ça bien, Ongene, ouais, qui vient de... Oui, quand je venais en France, à 14 ans, mes parents me disaient, c'est un sacrifice qu'on fait
c'est un sacrifice. Mes parents me disaient que c'est un sacrifice qu'on fait. Tu vas en France pour continuer ton développement, sachant que si tout va bien, tes frères vont te suivre et c'est toi qui prendras le relais et c'est ce qui s'est passé. Oui, bon, naturellement, c'est dans la plupart des cas, c'est ce qu'on dit. Alors, Mireille, est-ce que Mireille me suit? Allô, Mireille? Non, toujours pas. Alors, très compliqué là. J'aurais souhaité, Oui. Si vous permettez, juste rapidement, j'aurais souhaité que Maître, bonsoir Maître, rebonsoir encore, hein, et même si on a vu les soucis techniques que tu as pu avoir, que Maître nous dise un petit peu rapidement, elle qui est dans le domaine judiciaire, dans le domaine de la justice ici en Europe, un peu ce qu'elle voit passer à peu près comme ça tous les jours qui relève de la femme africaine et qui peut avoir très rapidement lié à sa culture africaine ici en Occident. Voilà. Un brossage de façon globale. Le paysage est un peu comme ça, l'état des lieux tel qu'elle le voit, avec son œil, avec son regard. Oui. Voilà, brièvement, je dirais que la femme africaine, c'est beaucoup de définitions en même temps, hein, parce qu'elle n'est pas unique, elle est diverse et variée. Et elle est le fondement de la famille. Je pense que c'est un peu partout pareil, mais c'est encore beaucoup plus accentué dans la culture africaine parce que la femme a une place centrale dans l'éducation des enfants, elle a une place centrale dans l'économie, contrairement à ce que beaucoup pensent, parce que beaucoup disent que la femme africaine, elle était à la maison, elle ne travaillait pas, c'est pas vrai. La femme africaine, fondamentalement, c'est une vraie bosseuse, hein, qu'elle soit au village, qu'elle soit en ville, qu'elle soit mère au foyer avec plein d'enfants. C'est une femme comme nous, d'habitude, qui avons eu des mamans africaines, c'est plutôt des mamans très bosseuses. Alors, quand en Europe, on nous dit qu'il existe quelques exceptions, des femmes qui seraient un peu paresseuses, qui existeraient, qui profiteraient, par exemple, d'un système social, etc., je dirais non, ce n'est pas les cultures, ce n'est pas l'éducation africaine que toute jeune fille africaine a reçue. Elle est plutôt différente, c'est plutôt des femmes battantes, c'est plutôt des femmes accrocheuses, c'est plutôt des femmes plutôt sûres d'elles. Voilà, malgré l'adversité dont elles peuvent parfois être l'objet lorsqu'elles quittent le socle familial ou leur milieu habituel. Et du coup, lorsque la femme ne joue pas vraiment ce rôle qui est sien, et en général, la catastrophe n'est jamais loin d'arriver pour les enfants, pour le mari, etc. Donc, comme on dit dans la culture africaine, la femme est la ceinture du pantalon de l'homme. La femme est le noyau de la famille. Ce n'est pas qu'une simple vue de l'esprit, c'est vrai. Voilà. Donc, et cette vérité-là, en général, lorsque la femme africaine, qu'elle soit inscrite ou pas en Europe, vous voyez par exemple ces jeunes mamans qui bien que non diplômées, font des métiers tout à fait difficiles hein, en Europe ou en Amérique, ou etc. Donc, elle n'a pas besoin forcément de diplôme pour s'exprimer, etc. Mais c'est une femme battante d'où qu'elle se trouve et qui sait souvent tenir sa famille avec une certaine poigne qu'on lui ignore. C'est-à-dire que c'est une main de fer dans de gants de velours. Voilà. Et, alors, Marie-Claude, juste pour conclure avec vous, on a décrit hein, depuis tout à l'heure la femme africaine. C'est pour ça que je ne voulais pas répéter ce qui a été dit éventuellement, que je répète. Oui. Non, là, on a plutôt décrit la femme africaine telle que définie par Mireille. En Afrique, cette femme qui porte la société. Il y a également qui porte la vie. Qui porte la vie, voilà, qui porte l'humanité dans son ensemble. On a décrit également la femme aux usas, le regard qu'elles se font entre elles. Rapidement, comme ça, votre regard aussi hein, en Europe, puisqu'il faut dire quand même que les cultures sont différentes les unes des autres, que ce soit en Afrique, aux États-Unis et même ici. Vous qui êtes là depuis plus de 20, 30 ans, qui côtoyez ces femmes au quotidien, quand vous regardez pour celles qui sont des Antilles, est-ce que vous vous sentez suffisamment proches, ou celles qui sont des autres pays d'Afrique, est-ce que vous vous sentez assez proches les unes les autres? Alors, tout dépend en fait. Tout dépend en fait selon que en face, vous aurez par exemple une femme afro-antillaise qui se sent plus afro
dans ses gènes ou pas, ou quand vous rencontrez une Afro-Américaine qui se sent quand même assez africaine ou pas, tout dépend. Donc, selon que vous avez, parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir la même couleur de peau pour être proche. Tu vois, parce qu'il arrive parfois qu'on soit afro-américain et qu'on se dit qu'on n'a rien d'africain du tout. Il n'y aura pas forcément cette complicité-là. On peut être afro-antillais et qu'on se dit qu'on n'est pas du tout africain et que afro et que du tout on n'aura pas forcément cette proximité-là. Tout dépend de l'image d'abord que l'autre on a en face de soi, se fait de son héritage africain. S'il en est fier, par exemple, en général, les rapports sont plus simplifiés. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, je parle à la fac, par exemple, vous tombez dans une fac où vous avez des Afro-Américains dans votre classe ou alors des Antillais dans votre classe. Selon qu'ils sont fiers de leur héritage africain ou pas, ils viendront spontanément ou pas vers vous. Ouais. Donc, c'est d'abord par rapport à l'autre. Moi, par exemple, je suis spontanée, mais je laisse souvent l'autre définir le type de rapport qu'il va avoir avec moi. Si quelqu'un se sent fier de ce qu'il est, puisqu'au fond de moi, je suis fière de ce que je suis, et en général, ça se passe plutôt très bien, mais il y en a qui, quelque part, essayent de vous rappeler tout le temps que bien que noirs, ils ne sont pas africains, ils sont d'abord américains, ou bien que noirs, ils ne sont pas africains, ils sont d'abord français, etc. Donc, du coup, la complexité ou la proximité n'est pas quelque chose de spontané, en fait. Tout dépend de l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Et parfois, c'est quelque chose, voilà, et c'est quelque chose, en général, quand on vient d'arriver en Europe, qui nous surprend. Parce que souvent, on se dit spontanément, l'autre est proche de soi, mais parfois, non, pas du tout. Parfois, on va plutôt tomber sur un Américain blanc ou un Européen blanc qui sera peut-être plus proche de vous que vous ne le pensez. Parce que peut-être qu'il aura vécu en Afrique, peut-être qu'il aura une histoire avec l'Afrique, qui fait qu'il aura beaucoup de choses à partager, qu'un Afro-Américain qui pense ne pas avoir vraiment de choses à partager avec toi, autre que la couleur de peau. Donc, ce sont des questions qui sont très, très complexes, d'où la question de l'héritage, des fondamentaux, etc. Donc, ça ne va pas de soi, enfin, à mon avis. En tout cas, merci bien. Alors, nous irons rapidement du côté de, avant Jean-Marie de faire le tour de table, hein, parce qu'on va revenir dessus, on va comme ça aller du côté de Paris dans le 10e arrondissement. Il y a quelques mois, nous étions rencontrés Daniel Levesque, qui est une jeune compatriote, une dame qui accompagne chaque jour son mari dans sa boucherie. Alors, GPS, si tout est fin prêt, on va voir ce reportage de Daniel Levesque. Alors, Daniel Levesque, nous sommes ici dans votre boucherie qui est d'ailleurs bien située dans le 10e arrondissement de Paris. Alors, parlez-nous un tout petit peu de votre quotidien. Comment se passe votre journée le matin quand vous laissez les enfants à l'école? Comment peut bien se passer la journée d'un couple de bouchers, effectivement? Voilà, dites-nous un tout petit peu. Voilà. Déjà, bonjour d'être venu une journée de femme de bouchère. Comment dire? Mon mari se lève à 6 h. Moi, pareil, tous les deux à 6 h. Lui, s'apprête, il vient à la boutique pour ouvrir, monter le rayon. Moi, j'amène les enfants à l'école et après, je les rejoins vers 8h30, 9h. Le matin, on épluche la viande, on sert les clients. Et il y a une coupure entre deux, de 13h à 15h30. Après, on revient jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h? Mais moi, je quitte à 19h30 parce que j'ai les enfants. À récupérer, oui. Oui. Mais tout le temps, il y a toujours à faire. Il y a la caisse, la vente, les préparations. Toujours à faire. Les concepts, là, c'est moi qui les fais. Les commandes aux clients, les fournisseurs, tout, c'est moi. C'est pas facile, hein. Oui, c'est vrai que c'est un boulot plus qu'à plein temps, il faut le dire, il faut le reconnaître. Le jour de repos, c'est lundi. On travaille du mardi au dimanche. Dimanche 14h. Lundi, c'est fermé. C'est fermé, on se repose. Alors là, vous passez carrément à la viande limousine. Qu'est-ce qui va changer en réalité? On fait toujours du bœuf limousine, mais en label rouge. Là, maintenant, on tombe la gamme au-dessus. C'est le top de la viande, en rouge. C'est quelques éleveurs du Limousin qui sont associés pour décider de créer leur marque de viande. Comme en ce moment, il y a beaucoup de polémiques à propos de la viande, quoi. Oui. Tu vois, les viandes en batterie, stockage, non, de quoi? De l'autruche, on a déjà de l'autruche, de Hongrie, la Pologne, surtout la Pologne. Maintenant, ils ont dit que bon, par rapport à cela, ils veulent se démarquer, sortir leur marque à eux.
Donc, nous sommes aujourd'hui à ce qu'on peut qualifier de dégustation de l'or rouge, la viande rouge, il faut le dire. Oui. Alors, vous qui êtes éleveur dans le Limousin. Voilà, merci GPS pour pour ce petit reportage. Alors, est-ce que je peux avoir toutes les dames? Alors, Anne, une petite réaction, une femme comme ça dans sa boucherie, ça vous parle? Ça vous parle un tout petit peu, Anne? Yes, I was just smiling all along when she was speaking because I see a real African woman in her. You know, that is an African woman from the village, from the royal up to the diaspora. African women are women that, you know, we take care of everything from the time we get up, take care of the kids, go to our jobs, and then go back home and take care of our husbands. Thank you. Mireille, c'est pareil, non? Au Cameroun, on a une femme qui accompagne son mari après avoir laissé les enfants à l'école, qui assiste le mari toute la journée dans la boucherie. C'est pareil, non? Qu'en Afrique, ça. Oh, Mireille n'est toujours pas avec nous. Alors... Ouais, elle a un peu un problème de connexion. Mireille, c'est bon, elle est là, hein, Mireille. OK. Est-ce que Mireille voilà, moi je ne l'écoutais pas. Oui. Garder des valeurs, comment dire, si c'est longtemps. Allô? Oh. On a beaucoup de mal, Mireille, on a vraiment de mal. Oui, on entend. c'est quoi l'entend, mais bon. Oui. On l'entend. Bon. On va revenir. Je pense qu'il y a un décalage. Je pense qu'il y a un décalage par rapport à... Marie-Claude, bon, moi je n'entends pas du tout. Marie-Claude, dites-nous, que vous inspire ce léger papier comme ça, une femme qui... Ça me rappelle mon quotidien. Je suis obligée de repartir, de ressortir vers le balcon dans l'espoir que ça marche. Mireille est connectée là. Oui, Mireille, essaie de mieux te poser. Oui, Marie-Claude, ça vous rappelle votre quotidien, non? En permanence? Oui, c'est vraiment le quotidien, là. C'est-à-dire que on est debout tout le matin, après on dépose enfants à l'école, après on continue à faire ce qu'on a à faire, avec cette particularité pour moi que moi, je n'ai pas toujours d'heure précise pour déposer à l'école parce que parfois j'ai des audiences loin. Donc, il faut que je me lève beaucoup plus tôt parce que si jamais je dois commencer à 8h30 et que le papa n'est pas disponible parce que moi, je rentre un peu plus tard, lui rentre plus tôt. Donc, en principe, c'est moi qui dépose le matin. Donc, si jamais je ne peux pas déposer à l'école le matin parce que je vais très loin et que, par exemple, j'ai audience hors de Paris avec les embouteillages sur autoroute, ce n'est pas possible. Donc, il arrive que mes journées commencent à 6h et se terminent à minuit. Jean-Marie, pour vous, c'est le prototype de la femme africaine que vous venez de voir? Alors, je ne dirais pas que c'est le prototype de la femme africaine que vous venez de voir. C'est une exception. C'est une exception, et une exception agréable. Une exception comme celle que nous aurions aimé, que nous aurions souhaité que la femme africaine d'aujourd'hui, contemporaine, soit. Parce que cette femme que vous avez vue, elle revendique une certaine, entre guillemets, une indépendance d'esprit, une certaine liberté, un épanouissement, mais en même temps, elle contribue, elle s'implique dans l'activité qui porte la famille. Elle s'implique aux côtés de son mari, elle n'a pas le souci de la légèreté. Et le mari non plus n'a pas le souci de la légèreté. Donc, quand ils se retrouvent ensemble, ils font l'essentiel. Ils font l'essentiel parce qu'ils ont partagé beaucoup de choses communes. Et malheureusement, des cas comme ça, on compte sur le coup de beaucoup. Hein. Ah non, on va pas dire que c'est l'exception. Peut-être l'exception de travailler avec le mari, mais l'exception de travailler, Jean-Marie, je suis pas très d'accord. Nous-mêmes, après le repas, le soir, on doit s'assurer que tout est bien rangé dans la cuisine, dans le frigo, que tout est débarrassé avant d'aller nous coucher. Bon, voilà, donc... Non, attention à l'interprétation. Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. Attention. Non, je dis oui, mais il faut savoir, une comme celle-là, qui travaille comme ce que nous avons vu, et en passant, j'ai déjà acheté de la viande dans sa boucherie, donc je la connais suffisamment.
Mais une comme celle-là, c'est un peu rare et c'est rare. Mais ça ne veut pas dire que la femme africaine ne travaille pas. Non, elle travaille. Je l'ai dit d'entame, elle travaille, elles sont même doublement dynamiques. Elles travaillent au même titre que les ça me rassure alors. Voilà. J'ai rien dit. Oui, elles ont une double responsabilité, doubles efforts, la famille et le travail. Et tout ça, ce n'est pas toujours évident. Mais pour ce cas que nous avons vu, c'est une exception de voir comment elle travaille aux côtés de son mari avec une certaine aisance qui conduit à un certain épanouissement mutuel des deux. Et par conséquent, elles ne sont pas là et il n'est pas là pour s'observer tous les deux. Ils ne sont pas là pour s'observer tous les deux de manière négative. Ils ne sont pas créateurs de problèmes, ils sont plutôt créateurs de solutions. Ce que vous avez vu, ils sont créateurs de solutions et d'apaisement. Et c'est ça que nous aurions aimé avoir un peu plus dans l'ensemble. Même si il y a des cas sur lesquels nous avons des griefs suffisamment qui pourraient être évoqués dans une autre émission. Maintenant, de l'autre côté, ce qui ressort de ce qu'on a vu et de ce qui a été exprimé, elle projette une vision qui d'emblée construit la famille. C'est-à-dire, en gros, en termes économiques, on fabrique un patrimoine familial ensemble qui peut être transmissible, en tout cas que les enfants pourront copier, le règne de l'effort. Vous avez posé la question à Ahmed tout à l'heure par rapport aux jeunes filles qui arrivent ici, comment elles font les fondamentaux, mais c'est déjà, ça fait partie de ces fondamentaux-là. Apprendre à faire de l'effort, apprendre l'effort, pas la facilité, mais l'effort, le règne de l'effort. C'est ce qu'elle fait là. Elle a accepté, et comme le mari a aussi accepté, c'est ça qui est constructif et c'est ça qui nous permettrait de consolider notre apport dans la société dans laquelle on est pour être plus épanouis, mieux épanouis en fonction de nos bases nous-mêmes. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Et qui est très largement appréciable. Merci Jean-Marie. Nous tendons déjà à la fin de mais je peux rajouter juste un petit mot. Oui, mais tu ajoutes un petit mot et tu vas également donner ton petit mot de fin parce qu'on va faire le tour rapidement pour conclure, MC. Alors, si je pouvais dire un petit mot de fin, c'est qu'en fait, il ne faut pas oublier le rôle que joue l'homme pour que la femme puisse se sentir à l'aise de travailler à côté de lui. D'accord? Parce que si on voit la femme seule dans l'environnement de façon tout à fait isolée, indépendamment de l'homme qui est son partenaire de travail, en fait, l'homme aussi, il a du mérite de pouvoir la mettre à l'aise, de lui déléguer des fonctions, de ne pas la laisser en rôle complètement subalterne où elle s'ennuierait, de ne pas, c'est-à-dire qu'il la valorise aussi dans son métier et c'est pour ça que justement, pour pouvoir avoir une princesse à côté de soi, il faut se comporter comme un prince. Et donc, le mérite revient aussi à l'homme qui sait mettre en évidence. Et c'est justement pour ça que beaucoup de femmes africaines, justement, les personnes qui les accompagnent dans leur vie jouent aussi un rôle essentiel pour qu'elles soient ce qu'elles sont. Voilà. C'est-à-dire pour mettre en valeur ces fondamentaux, il faut aussi un partenaire qui y participe. Voilà. Absolument. En tout cas, merci MC. Alors, Anne, un petit message de fin, parce qu'on va revenir la semaine prochaine, reparler non plus de la problématique, mais on va évoquer un tout autre aspect de la femme et on conclura par les différentes solutions. Juste un rôle message pour conclure cette première partie. Thank you, Hilary, and thank you, GPS, for having me today for this very, very important topic today about women and the culture. In fact, I just want to say this out there that the African woman is the pillar. And we African women, we should always think about that we are the pillars of our family, of our communities, of our countries, and of our nations. And if we have that at the back of our mind, and we use our values and morals, that is, we're talking about respect, dignity, hard work, leadership. We're going to take our place on the table in the world stage. Thank you. Thank you very much. Alors, Mireille n'est toujours pas connectée. Alors, Jean-Marie, le petit mot de la fin, parce qu'on y reviendra, c'est pas pour conclure, mais juste le petit mot de la fin par rapport à cette problématique qui a été posée essentiellement aujourd'hui. Alors, déjà, ce qui est très intéressant, parce que là, je retrouve l'ingéniosité de Hilaire Sopi ou de son groupe Sopi Prod,
d'aborder des sujets de société qui nous concernent en premier lieu et qui sont aussi évoqués par nous-mêmes en fonction de nos propres réalités vécues et dans le but aussi éventuellement de trouver des solutions dans cette société afin que nous soyons plus équilibrés et que ce soit plus harmonieux pour nous tous. Et donc, il est idéal que ce que nous avons évoqué là, ce n'est qu'un début, naturellement. On a simplement éclairé, on a fait l'état des lieux. Et qu'il faudrait réellement rentrer, et Maître l'a souligné là tout à l'heure, dans TAM, quand elle avait commencé, il y a le plan, ce que ça génère économiquement, l'impact sur la situation économique, le pourquoi nous trouvons nos femmes, nos frères dans des choses qui sont moralement souvent incompréhensibles ou répréhensibles ou inadmissibles, de pourquoi nos enfants, des enfants majoritairement hommes comme femmes, africains, d'origine africaine, qui vivent en Europe, sont complètement déconnectés. Dans les tribunaux, c'est eux qu'on trouve. C'est eux qu'on trouve. Oui, mais là, on t'écoute, hein. On va patienter un peu, oui. Donc, devant les tribunaux, c'est eux qu'on trouve au maximum, ce qui fait que pendant ce temps, ils ne travaillent pas. L'insertion sociale, l'insertion économique, la prise en main de sa place dans l'environnement dans lequel on se trouve, économiquement parlant, on ne le fait pas. On achète toujours chez les autres, c'est les autres qui nous commandent. Ça sort de nos poches pour entrer dans d'autres communautés, jamais de l'autre communauté pour entrer dans nos poches économiquement. Nous n'existons pas, nous ne prenons pas la place. Je trouve que ce sujet évoqué comme ça, porté comme ça, dépeindre comme ça dès le départ l'état des lieux, mérite qu'on approfondisse un peu plus et qu'on voit comment derrière tout ça, avec les origines de tout ça, les raisons de pourquoi l'homme et la femme, parce que ce n'est pas que la femme, c'est l'homme et la femme. Ensuite, le milieu familial, l'environnement familial et les conséquences qui peuvent en découler. Et puis derrière ça, avec tous ceux qui participent derrière leur écran, derrière leur téléphone, qu'ils puissent apporter avec nous des débuts de solutions, pas forcément des solutions définitives, mais des débuts de solutions. Des débuts de solutions, ouais. Voilà, pour qu'on puisse en arriver là, pour qu'on puisse tendre vers là, mais qu'on sache au moins pourquoi. Et ce qui nous concerne, nous devions nous réapproprier de ce qui nous concerne pour absolument et prendre notre place dans cette société de manière pleine et efficace. On ne victimise personne, on ne critique personne, mais nous faisons un état des lieux, nous relevons une situation à travers laquelle chacun de nous, homme comme femme, doit se retrouver, et pour qu'on aille vers l'avant et qu'on puisse affronter l'autre, qui est de l'autre société, de l'autre communauté, avec aisance, avec épanouissement et surtout avec force. Et qu'on ne nous marche plus dessus comme on l'a fait depuis toujours jusqu'à aujourd'hui. Absolument, et que ce ne soit plus comme ça, en tout cas. Et que nous soyons aussi forts. Voilà, mais collectivement forts. Merci beaucoup, merci. Le but, c'est ça le but aussi. Alors Mireille, si tu nous écoutes, ton mot de fin, afin qu'on ne clore cette première partie consacrée à la femme africaine face à la culture occidentale. Bon, GPS, Mireille a du mal à nous rejoindre. Je pense que je vais te laisser la régie tout en remerciant, n'est-ce pas, tous nos panélistes et tous ceux, n'est-ce pas, qui de loin comme de près ont pris de leur temps pour nous regarder. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour la deuxième étape, n'est-ce pas, de femmes africaines face à la culture occidentale. On abordera un tout autre aspect, puisqu'on a déjà posé la problématique cette fois-ci. On abordera un autre angle pour pouvoir terminer. GPS, si Mireille, elle, avec nous, elle peut nous dire un mot avant qu'on ne passe à la régie. Oui, Mireille, on t'écoute, Mireille. Je pense qu'il y a un décalage, voilà, elle a un problème de connexion. Je voulais tout à fait remercier Anne Fautier qui est du côté de Washington. Voilà, merci à toi, princesse. Je sais très bien qu'avec le décalage horaire, on a un peu bousculé, on a bousculé. C'est très tôt, franchement, merci, voilà. Bravo. On te remercie aussi, remercier M. Fautier de nous avoir donné cette occasion. Bon, M. Jean-Marie Thalès, on va se retrouver encore dans quelques jours, donc on vous remercie aussi. Merci. Maître, merci. Maître, le rendez-vous est pris, plus question de 2 minutes, on se maquille bien longtemps avant et on est sur le plateau. Ah non, c'était pas pour le maquillage, tu sais pour le choix de tabac. Je suis intervenu au pied levé, donc il a fallu bousculer mon agenda, donc voilà. Merci, merci. Vous êtes prévenus, on espère que la semaine prochaine, vous êtes déjà bien, on aura le temps de tout peaufiner avant dimanche prochain. Merci. Voilà, rendez-vous dimanche prochain. Maintenant, j'aurai l'expérience. Merci également. Bye bye, et merci et bravo pour cette émission qui met à l'honneur à la femme africaine. On va finir avec le Covid encore de Didier Gérard Ben, qui est déjà sûrement calé.
Et on va sortir avec cette belle mélodie encore de DJ Rabern. Voilà, rendez-vous dimanche prochain, 17h, 19h. GPS TV et il est sur le. Ok, bye bye, au revoir. Bye. Début 2020, lors de l'épidémie de coronavirus en Chine, la pandémie de coronavirus poursuit sa propagation en Amérique latine. Pandémie. Le coronavirus. Covid-19. Pandémie meurtrière. Une histoire vraiment terrible. Le monde entier est en deuil. Oh Dieu, ne nous abandonne pas. Il est là, Covid-19, il est là, comme partout dans le monde. Il est arrivé chez nous, nous n'avons pas de moyens. Pardon, respectons les consignes. Portons nos masques, lavons-nous les mains, évitons les accolades, ne nous serrons plus la main. Toussons dans le coude, évitons les attroupements. Je sais, ce n'est pas facile. Restons chez nous, ainsi nous pourrons nous protéger et protéger notre famille. Il a commencé en Chine, il a paralysé l'Europe. Les Américains pleurent, le voici donc en Afrique, surtout chez nous au Cameroun. Nous n'avons pas de moyens, pardon, respectons les consignes. Ajak sebu song jon song bumi kabu cha da men semen vo bui umu tsumda ujak jun captain sila ko yibun shu bu ko di skondala. Il est là, Covid-19, il est là, comme partout dans le monde. Il est arrivé chez nous, nous n'avons pas de moyens. Pardon, respectons les consignes. Lavons-nous les mains, si nos sorties ne sont pas importantes, ne nous serrons plus la main. Restons à la maison. Poussons dans le coude, évitons les attroupements. Restons chez nous, ainsi nous pourrons nous protéger et protéger notre famille. Ah oui, c'est pas facile de changer nos habitudes du jour au lendemain. Si on a fermé les écoles et renvoyé les enfants à la maison, c'est parce que c'est sérieux. Les rassemblements sont limités, l'économie affaissée, les légendes emportées. Le monde entier compte des milliers et des milliers de morts. Les grandes puissances sont à genoux. Ah oui, Corona, on l'appelle Covid-19. Il n'y a vraiment plus de place dans les hôpitaux. Nos habitudes vont changer, les spectacles sont arrêtés, toutes les compétitions sportives, même les prières dans les églises. Les entreprises sont en chute libre. Arrêtons de surcharger, les frontières sont fermées. Arrêtons les bâchements, mettons les écarts entre nous dans les marchés et dans les supermarchés, ainsi nous pourrons éviter la propagation de la maladie. C'est sérieux. Il est là, Covid-19, il est là, comme partout dans le monde. Il est arrivé chez nous, nous n'avons pas de moyens. Pardon, respectons les consignes. Mettons tous nos masques, ça va nous protéger. Bata chom, bama chom, pe chom. Numbig nununa. Yengu kwale ke bandanga bamakala. Aya kumgoben. Anya go ban men zaka shushu konko kame min chumbu shunda. Kaba ngampu mawulu manja mo min tsakichu. Bumbu bu yamambe. Lembe go kum shunda la. Il est là, Covid-19, il est là, comme partout dans le monde. Il est arrivé chez nous, nous n'avons pas de moyens. Pardon, respectons les consignes. Lavons-nous les mains, évitons les accolades, ne nous serrons plus la main. Poussons dans le coude, évitons les attroupements. Restons chez nous, ainsi nous pourrons nous protéger et protéger notre famille.